nous sommes une vingtaine, donc on peut commencer notre live. Les autres nous prendront en cours de route ou tout simplement pourront regarder en podcast. Merci beaucoup d'être présent encore ce vendredi. C'est la troisième communication que je vais faire sur la question de ma tentative d'enlèvement et d'assassinat au Cameroun en juin de l'année 2023, donc il y a quelques mois en arrière. Vous savez déjà, pour ceux qui ont regardé les premières communications, j'ai fait un exposé général des faits sur la première communication. Sur la deuxième communication samedi dernier, j'avais procédé à la production de preuves, de quelques preuves, pour qu'on ne soit pas sur de la parlotte qui ne repose sur rien. Donc il fallait étayer les déclarations que je faisais, j'en ai produit suffisamment. De toutes les façons, il y a une chose dont ma communauté d'amis et même ceux qui ne me connaissent pas peuvent être sûrs. C'est que en 30 ans de métier dans la communication, j'ai jamais eu un procès en diffamation. J'ai jamais eu de procès en diffamation en 30 ans de métier. Et donc c'est assez éloquent pour ceux qui savent ce que c'est. Donc voilà. Il y a donc cette histoire de tentative d'enlèvement et d'assassinat. Suite à quoi? Suite à une escroquerie, un abus de confiance perpétré sur ma personne et sur la personne d'une cinquantaine d'employés de la chaîne Global TV au Cameroun par monsieur Émile Parfait-Simbe. Alors à l'époque, j'avais pensé qu'on était dans un pays de droit et que dans un pays de droit, quand on se sent lésé dans une situation, ce qu'on peut faire, c'est de s'adresser aux autorités judiciaires pour que le problème soit réglé, en n'ayant pas la possibilité de se faire justice soi-même. Sauf que, en allant sur le terrain judiciaire, j'ai découvert que je suis tombé, en fait, malgré moi, sur l'une des plus grosses mafias organisées au sein de l'État du Cameroun, ayant des ramifications très tentaculaires, qui allant de la présidence de la République. Ce n'est pas toute l'institution présidente de la République qui est incriminée. Il faut que les choses soient très claires, mais plutôt un individu et tout son aéropage de courtisans, donc Ferdinand Ngongor, secrétaire général de la présidence du Cameroun, et puis dans un échelon un peu plus bas, une série de personnalités du monde de la sécurité, la gendarmerie du Cameroun, pas mal de colonels, en l'occurrence 3 sont identifiés de manière formelle. Il s'agit en première position du colonel Mesmin Elundu, aujourd'hui patron adjoint des services secrets camerounais à l'époque, et je crois qu'il a d'ailleurs maintenu les postes parce que j'ai vu qu'il cumulait les fonctions. Bravo, c'est la prime à l'incompétence. À l'époque, il était chargé des enquêtes et je sais plus des renseignements au secrétariat d'État à la Défense. Donc il y a ce monsieur-là, le colonel Mesmin Elundu. Il y avait le colonel Pierre Bikele de la collégion de Douala, et puis leur scribe, le lieutenant-colonel Mbialo Dieudonné, qui fabriquait des faux avis de recherche qu'ils ont fait circuler dans les WhatsApp restreints des syndicats, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, de la police et de la gendarmerie. Permettons qu'on mette la main sur moi de manière indue, au passage. Ah mais j'ai vu votre photo dans un de nos groupes là, c'est pas officiel, mais j'ai vu ça dans un de nos groupes. Donc ça suffit pour que je vous maintienne sur place et que je vous mette à disposition de telle unité de gendarmerie. Donc moi j'ai échappé à cette affaire un peu par le fruit du hasard, mais surtout aussi de l'organisation d'un réseau dans notre pays qui est composé de personnalités qui ont décidé d'être les gardiens du temple. Donc il y a cette mafia qui existe, mais il faut que les choses soient très claires. Toutes les autorités camerounaises ne sont pas mafieuses. La preuve, je n'aurais pas pu m'en sortir tout seul sans certains soutiens. Les soutiens par exemple qui ont permis que je sois armé durant toute cette période-là, en appliquant la fameuse théorie du danger. on est en danger quand on ne sait pas qu'on l'est. Donc voilà, et sachant que j'étais en danger, je ne l'étais plus parce que voilà, toute
toutes les commodités m'ont été offertes, proposées pour que je puisse me défendre éventuellement et qu'il y ait des gens qui veillent à intervenir au cas où quoi que ce soit se produisait. Donc ce sont ces gens-là, dans notre administration camerounaise, qui m'ont sauvé la vie, en quelque sorte, pour dire que tout notre pays, c'est pas que des gens pourris. Il y a beaucoup de gens qui font partie du système, qui désapprouvent la manière dont les choses fonctionnent et qui, chaque fois qu'ils peuvent aider, essaient de mettre un grain de sable à des mécaniques mafieuses comme celle qui a été ourdie par Ferdinand Ngongo avec les colonels que je viens de vous citer. Mais il y a un homme à l'origine de ça. Cet homme, lui, c'est un épiphénomène. Hein. C'est un tout petit, Émile Parfait-Sim, grand créateur d'une arnaque célèbre qui a mis sur le carreau 300 000 familles camerounaises. Et je crois d'autres pays aussi d'Afrique, le Burkina Faso, le Bénin, pour ne citer que ces deux-là. Donc 300 000 familles ont été endeuillées. On parle de plus de 5 000 milliards de francs CFA, d'argent tapé sur une fameuse pyramide de Ponzi. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur la question. À l'époque, il y avait un doute parce que Émile Parfait-Sim est quelqu'un d'assez manipulateur. Et donc, il a réussi à faire croire aux gens qu'il était victime, du lobby bancaire local, du patronat local, le MEDEF camerounais, qui le jalousait, et troisièmement, du lobby franc CFA. Pourquoi? Parce que sa crypto s'opposait comme une alternative au franc CFA, ce qui était complètement faux. Son coup a été préparé depuis le départ à la fin, quoi. C'est-à-dire que l'histoire de passer au limo coin, c'était juste un stratagème pour glisser et pour trouver une raison en disant, bah voilà, on est passé au limo, pour l'instant le limo n'a pas pris de valeur. Mais non, c'était du banditisme, du gangstérisme bien organisé. Et je le sais pourquoi, je le sais parce que étant resté à l'intérieur de la maison, dans le cadre des activités télévisuelles, donc moi, que les choses soient très claires, je n'ai rien à voir avec la crypto-monnaie, je n'en ai jamais fait, que ce soit au Cameroun ou en France où je vis. Mais je suis tombé dedans. Pourquoi? Parce que j'arrive dans le groupe d'Émile Sim, en tout cas quand je dis groupe, la holding qui détenait toutes ces sociétés, j'arrive dedans. Et au moment où il est incapable de payer les salaires de ses employés, les différentes sociétés, toutes les sociétés étant en train de péricliter, et donc je me trouve être la figure paternelle vers laquelle les uns et les autres viennent soumettre des problèmes sociaux normaux. Vous n'avez pas de salaire, il faut payer une maison, vous avez des charges fixes. Donc en tant que cette personne qui tend la main aux plus jeunes, moi je pense que c'est notre responsabilité, nous qui sommes un peu plus âgés, d'être bienveillants, de faire preuve d'empathie vis-à-vis des petits. Et à force de les recevoir, j'ai commencé à entendre des choses, les langues se sont déliées, et un jour j'ai entendu un discours qui m'a fait froid au dos. Ce discours venait de quelqu'un de très introduit, de très influent au sein de la machine liée Plimal, et il m'a fait cette révélation, et un jour il m'a dit, au moment où les choses ont commencé à chauffer, je crois qu'il parlait d'avril 2022, ils se sont constitués en petit lobby de collaborateurs d'Émile Parfait-Sim pour aller voir ce dernier avec un discours très clair. Nous avons suffisamment de trésorerie, lui ont-ils dit. Donc si on rembourse même 70% d'argent de nos souscripteurs, les gens ne nous tiendront pas rigueur. Donc remboursons ça pour avoir la paix. Et Émile Parfait-Sim leur a dit, est-ce que Madoff a remboursé? Est-ce que Madoff a remboursé? Donc on est là dans le cadre d'une escroquerie qui est purement assumée. Il a préféré aller en cavale, sachant que de toutes les façons au Cameroun, il serait couvert par tous ces gens que je vous ai cités tout à l'heure. Donc il a un secrétaire général de la présidence de la République qui est avec lui, et tous les causes, vous les savez déjà. Je pense pas que le secrétaire général y bectait dans l'affaire, mais c'était plutôt une plateforme lui permettant à lui et à d'autres de pouvoir éventuellement blanchir de l'argent thésaurisé dans les maisons. On le sait, lui en particulier. Et quand je vous le dis, je vous redis que j'ai 30 ans de métier, jamais je n'ai eu une plainte en diffamation. Ça doit vous dire beaucoup de choses. Donc lui en particulier, comme beaucoup d'autres, de l'argent thésaurisé dans les maisons. Ils ont vu que c'était une aubaine, cette histoire de crypto. Il y a beaucoup de souscripteurs. C'est l'occasion inespérée de faire entrer l'argent qui dort dans les maisons sur des fausses mises. Je mets 1 million. Ah, mais j'ai gagné 1 milliard.
Oh putain, mais ça marche vachement bien la crypto-monnaie. Hein, j'ai gagné 1 milliard, sauf que c'est 100 milliards qui étaient gardés à la maison, qui revient maintenant via les gains de crypto-monnaie et qui intègre le système bancaire. Vous voyez un peu le truc, quoi? C'était ça. C'est ça tout. Donc Simbi a des soutiens puissants, qui sont ces gens-là. Et je le découvre à la faveur de l'escroquerie dont je suis moi victime dans le cadre de la télévision. Parce que du coup, dès que je rentre dans tout l'engrenage des plaintes et compagnie, et je tombe sur des murs, hein, systématiquement. Je vais voir une gendarmerie, je porte plainte, le lendemain, quelqu'un m'appelle. Heureusement que c'était moi. Imaginez le citoyen lambda, le Camerounais qui n'a pas de nom, qui n'a pas de relation, qui n'a pas de réseau, face à ce type d'imbroglio, mais on le tue comme un poulet, personne ne sera jamais au courant de ce qui s'est passé. Donc heureusement que c'était moi, avec aussi mon réseau d'amis, d'alliés, qui m'ont appelé pour me dire « Ah mais tu as déposé plainte là-bas ». Simba a déjà reçu la plainte sur son WhatsApp, on lui a envoyé aussitôt que tu es sorti. Oh, tu as envoyé un droit de réponse à tel journal, Simba a reçu le droit de réponse même avant, et ils sont en train de s'arranger pour diffuser s'il faut diffuser ce droit de réponse ou pas. Vous voyez un peu le niveau de la mafia? C'était vraiment, c'est du top, quoi. On peut me considérer comme miraculé, mais je pense que c'est pas aussi totalement lié au hasard, le fait que je sois là à vous parler aujourd'hui. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, des gens sont mobilisés pour soutenir la cause, parce qu'ils estimaient que c'était pas juste ce qui nous arrivait. Un type ne vous escroque pas dans une affaire privée, vous allez porter plainte pour avoir droit, pour rentrer dans vos droits. Et puis, qu'est-ce qu'on vous oppose? On vous oppose que bon, c'est nous qui tenons le pays. De toute façon, tu acceptes ton escroquerie, tu la fermes. Et d'ailleurs, nous avons des moyens autrement plus puissants. Si tu veux pas accepter ton escroquerie, on va organiser ton assassinat social, puisqu'on n'a pas réussi l'assassinat physique. L'assassinat social, c'est quoi? C'est d'utiliser l'argent qu'ils ont pour acheter des pages entières de presse, de journaux locaux, hein, au Cameroun, et même sur des réseaux sociaux qui les abondaient de fausses déclarations et des dénonciations calomnieuses sur vous. Parce qu'il faut le dire, on ne fait pas 30 ans de vie publique sans jamais aucun scandale, sans jamais de bavure, par hasard. Si on le fait, c'est bien qu'on est un être humain qui a pensé que l'éthique, j'aime beaucoup ce mot, que l'éthique et une certaine rectitude morale doivent être la ligne conductrice, le fil conducteur de sa démarche, de son parcours. Donc on ne peut pas, 30 ans plus tard, devenir comme par hasard, j'encadre des jeunes. Depuis, je suis dans un parcours d'entrepreneur depuis l'âge de quasiment 20 ans. J'ai créé des médias, des chaînes de radio, avec des jeunes que j'encadrais déjà à l'époque. Hein, il y a plus de 20 ans aujourd'hui, 25 ans par là. Et il n'y a jamais eu de scandale lié à ma personne. Et bizarrement, comme par hasard, du jour au lendemain, eh ben, on a ces campagnes qu'on entend. J'ai, en lisant ce que les gens écrivent à gauche, à droite, entendu les gens dire oui, c'est entre eux les gens du système. Ouais, maintenant, quand ça allait bien, vous ne parliez pas. Mais déjà, ça m'amuse, cette façon de voir les choses. Pourquoi ça m'amuse, je vais vous dire. Vous savez, à mon niveau d'expertise, si j'appartenais à un système, le système camerounais, je ne vivrais pas à l'étranger. Qu'est-ce que je fais à l'étranger si je suis membre d'un système comme celui-là, où tout le monde se goinfre, et à tort ou à raison, mais qu'est-ce que je ferais donc en dehors de ces systèmes? Il ne faut pas confondre. Moi, j'ai toujours pensé une chose, c'est que la vie des nations est plus longue que la vie des hommes. Alors, le fait que je ne sois pas d'accord avec un style de gouvernance des gens qui incarnent le Cameroun aujourd'hui, ne fait pas de moi quelqu'un qui est en détestation du Cameroun. Il faut bien faire la nuance. Et à ce titre, toutes les fois qu'il faudra œuvrer pour l'entité Cameroun, je me mobiliserai toujours. Parce que le Cameroun, je le chéris dans mon cœur et je m'en fous de qui est au pouvoir aujourd'hui, qui le dirige. Donc mon postulat, il est simple, c'est celui-là. Donc les gens confondent tout, parce que même ceux qui ne vous connaissent pas, et ça c'est un problème des Camerounais. Pourquoi le Camerounais ne sait pas dire « je ne sais pas » ? Parce que vous allez voir, quelqu'un, il passe « ah non, c'est ce Morgan Palmer », il commence à raconter une histoire. Il ne me connaît pas. Hein, il ne me connaît pas. Donc prenez le temps d'apprendre à connaître les gens avant de vous prononcer sur ces gens-là. Donc je ne peux être membre d'un système qui ne me fait rien gagner. Moi, je ne gagne pas d'affaires au Cameroun. Vous voyez la preuve, hein? Les seuls
chose que j'essaie d'initier sur un plan privé, vous voyez comment ça finit. En autre boudin, escroquerie organisée, planifiée et couverte par les gens de l'État. Alors je serais un membre du système, pourquoi serais-je aujourd'hui désavoué par ce système? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on arrête avec ces distractions-là. Donc, je vous ai dit, première communication, on a fait un exposé général. Deuxième communication, on a apporté des éléments pour étayer nos allégations. Troisième communication, aujourd'hui, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on ait un échange interactif. Même les gens qui soutiennent Simba, moi je suis ouvert au dialogue. Je leur donne la possibilité d'appeler là, de dire qu'est-ce qu'ils auraient à me reprocher, qu'on ait un débat courtois. La courtoisie, pour moi, elle est de mise. Et puis, que les gens qui écoutent voient où la vérité, où elle est. Parce que si ça se trouve, même ceux qui le défendent aujourd'hui, si ça se trouve, c'est des gens aussi manipulés, comme je l'ai été, comme d'autres l'ont été. D'ailleurs, cette semaine, en regardant sur Internet, il y a quelques temps, je suis tombé sur la vidéo d'une dame au Ghana, une Ivoirienne, qui a aidé à l'arrivée de Simba là-bas au Ghana, et à qui il a fait exactement la même chose qu'à moi. Donc la dame lui a ouvert tout son carnet d'adresses, elle a installé les sociétés d'immobilier, et puis au moment où elle avait fini de faire ce travail, que Simba considérait que là maintenant, il peut lui-même gérer, parce qu'elle a mis en contact avec un tel ou un tel, du jour au lendemain, cette dame s'est retrouvée avec quoi? Elle s'est retrouvée avec la police d'immigration. On a un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Ne quittez pas 2 secondes, je finis juste l'histoire. Cette dame s'est retrouvée du jour au lendemain avec la police d'immigration ghanéenne sur le cul. Oui, madame, c'est vous êtes là, vous êtes dans des activités illicites, les impôts et tout. Le travail de qui? d'Emile Parfait-Sim, qui n'a pas voulu lui payer ses factures à cette dame-là et qui a utilisé exactement le même moyen qu'avec moi, au point où cette dame a perdu, elle était enceinte, elle a perdu un enfant. Elle a été quasiment détruite par ce monstre. Donc vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez Lady Alice, vous verrez l'histoire de cette dame. C'est comme 2 gouttes d'eau, ça ressemble à notre histoire à nous. Alors, on va prendre l'appel, puisque je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, cette fois-ci, nous contacter au 007 980 458 85 51 pour qu'on ait une interactivité, voilà, qu'on puisse communiquer, que je parle pas comme un pasteur d'église réveillé tout seul. Voilà, nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour, vous avez la possibilité de vous présenter, donner votre nom ou de garder l'anonymat, c'est comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de problème. Bonjour, vous m'entendez? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à tous ceux qui regardent le direct et bonsoir à vous, Monsieur Palmer. Alors, je vous remercie d'abord pour le combat que vous menez depuis le début. Vraiment, je vous donne beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et j'aimerais apporter mon témoignage parce que je suis une victime d'Emile Parfait-Sim. Alors, pour la petite histoire, je suis une ancienne journaliste de Global Télévision et j'ai travaillé là-bas pendant 1 année. Et au cours de cette 1 année, je n'ai perçu que mon salaire pendant 3 mois. Donc, du jour où j'ai commencé et jusqu'au jour où la télé a été subitement fermée par des militaires le 20 juin 2023, on n'a jamais eu de suite. En fait, ceux qui nous regardent vont certainement demander pourquoi on est resté pendant tout ce temps. Et ben, c'est parce qu'on avait un leader et un mentor comme vous qui nous a demandé de tenir bon parce que Simba allait faire croire à tout le monde qu'il allait envoyer les budgets et nos salaires pour que nous puissions continuer dans l'aventure. Nous avons tellement bataillé pour cette chaîne, nous avons tellement mouillé le maillot pour cette chaîne jusqu'aujourd'hui, on se retrouve comme ça. Vraiment, pour quelqu'un qui a endeuillé des familles et qui a endetté des familles, plus de 300 000 familles dans plusieurs pays, il doit réellement payer pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, je continuerai toujours à témoigner jusqu'à ce qu'il paye pour ce qu'il a fait parce que c'est vraiment méchant, vraiment.
Alors, je peux juste vous poser une question. Bon, l'histoire, je la connais puisque nous l'avons vécue ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé donc le 20 juin 2023 à la chaîne de Téléferme? Ensuite, il y a eu des démarches. Vous pouvez partager un peu qu'est-ce qui a été fait en termes de démarches et quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes heurté entre-temps? Oui, le jour du 20 juin 2023, quand on se rendait au travail, à l'entreprise, on s'est rendu compte qu'il y a des militaires qui ont fermé l'entreprise, disant que ça vient des ordres d'émis par Fessim, et après ils nous ont donné aucune explication. Le directeur général qui est Max Amadou, monsieur Max Amadou, il nous a fait comprendre que non, on a juste fermé l'entreprise pour une petite période et qu'ils vont nous revenir. Allô? Après tout, rien du tout. Après ça, oui, allô? Oui, allez-y. On était oui, coupé. Allô? Oui, j'étais en train de dire que après que la télé soit fermée, le directeur général nous a fait comprendre que l'entreprise avait été fermée pour une courte durée, mais qu'ils allaient nous rappeler plus tard. Et jusqu'à aujourd'hui, rien, on n'a jamais eu de nouvelles, on n'a jamais eu de réunion. Et à part ça, on a quand même engagé une procédure parce que à l'allure où les choses allaient, on savait, nous sommes tous des Camerounais. Donc on savait que quand ça commence comme ça ne va plus jamais donner par la suite. Donc on a entamé des procédures dans lesquelles la partie adverse n'a jamais répondu présente. Vraiment, ça, je pense que ça c'est faire perdre de l'énergie et du temps aux gens à qui vous devez des biens et des choses. Et mis à part ça, ils ont confisqué des affaires du personnel. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont remis à personne. Il y a des gens qui ont leurs affaires personnelles et privées confisquées dans cette entreprise. Ok, merci beaucoup à vous, madame. Vous avez autre chose à ajouter ou ça ira? Juste pour vous souhaiter beaucoup de courage et que si vraiment qu'il paye parce que pour quelqu'un qui a endeuillé des familles, il ne doit pas rester libre dans la nature comme ça, il doit être arrêté et qu'il paye vraiment pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, c'est un peu de trop là. Merci beaucoup, merci à vous. Et vous entendez ce qui s'est passé, c'est que Sim, il a dit qu'il payera pas. Hein. Il a dit clairement, je vais pas payer, on va voir ce qu'ils peuvent me faire au Cameroun. Voilà ce qu'il a dit. Donc il paye pas des employés. Mais il y a quelque chose d'heureux dans la situation que nous avons vécue. Cette chose, c'est laquelle? C'est que ça a permis de savoir définitivement qu'Émile Parfessim, c'était un malhonnête, c'était un bandit. Parce que vous voyez, il y a eu une confusion avec l'histoire de l'IEP Limal où il s'était partagé en factions entre les gens qui disaient non, il faut lui accorder le bénéfice du doute. Mais là, avec ce cas, on a eu la confirmation dans les procédés que ce monsieur, c'est un escroc. Vous ne pouvez pas utiliser des gens et puis du jour au lendemain, vous venez fermer, donc vous voulez vous débarrasser de vos engagements. Et puis, comment procéder? La personne qui est à la tête de ce truc, vous dites, ah, c'est quelqu'un qui est plutôt propre sur lui et tout. Donc, dès que vous allez faire un peu de brutalité, vous allez commencer à reprendre des calomnies sur lui, il va prendre son avion, il s'en va. Et puis, aucun employé ne pourra rester localement, faire quoi que ce soit. Donc, on a affaire à un bandit de grand chemin. C'est un criminel, Émile Parfessim. Je vous le dis vraiment. Et je remercie le grand architecte d'avoir permis que notre situation vienne se greffer à la situation déjà existante pour que les gens comprennent exactement à qui nous avons affaire. Donc il a dit qu'il ne payera pas parce qu'il était sûr de son réseau d'amitié et que de toutes les façons, toute personne qui osera se lever contre lui sera aussitôt neutralisée. Alors, parlons d'Émile Parfessim. Il est quand même sorti du Cameroun. Comment a-t-il fait pour sortir du Cameroun? Eh bien, il a bénéficié d'un large réseau vous ne pouvez même pas imaginer, de complicité. Que ce soit au niveau du secrétariat d'État à la Défense, là-bas c'est sa maison, hein, j'ai des preuves, je vais vous faire voir ou lire tout de suite des choses. Là j'ai des preuves, je vous ai dit que je vous présenterai des preuves de ses liaisons avec comment il s'appelle, le colonel Elundou Mespin, numéro 2 actuel des services secrets du Cameroun. Écoutez ce voice que Simbo envoie.
le déjà là, Yaoundé, il ne m'a même pas dit. Il aurait pu me dire, je devais appeler Elundu le même jour, on devait faire la confrontation. Voilà, vous entendez? Le même jour, on aurait fait la confrontation, j'aurais appelé Elundu, c'est bien du colonel Mesmin Elundu qu'il s'agit. Ce colonel, en passant, avant d'incriminer les gens, je cherche toujours à les rencontrer pour échanger avec eux, pour comprendre. Parce qu'on peut tous se tromper, on peut tous être sûrs des gens et être plutôt manipulés par eux. J'ai approché en lui disant, écoutez monsieur, aujourd'hui je suis victime d'une campagne calomnieuse, c'est pas normal et c'est vous qui avez légitimé ça parce qu'il y a des documents qui sont sortis de l'institution que vous représentez et ce sont ces documents qui sont brandis sur la place publique. Je parlais de mon passeport avec le faux avis de recherche qui a été signé et donc il se trouve qu'au moment où Émile Parfait-Sim me parle de colonel Elundu, je lui ai jamais dit que moi je le connaissais. Oui, parce que dans notre culture républicaine, on cloisonne. Ce que j'ai fait avec X, Y n'est pas obligé d'être au courant. Je lui ai jamais dit qu'il le connaissait. Donc il m'a tellement dit de choses sur lui que je tombais des nues. Je m'en suis ouvert à quelques amis personnels en leur disant, mais c'est le même colonel Elundu qu'on connaît là, ou c'est quelqu'un d'autre. Comment se retrouve-t-il à se balader dans la bouche d'un mec aussi petit et sur des petites choses, des petites sommes d'argent qu'on lui envoyait pour qu'il puisse envoyer sa femme en voyage au Maghreb et tout et tout. Donc sur des petites choses, vous vous demandez, mais il y a un problème quand même, qu'est-ce qui ne va pas? Donc lui, la relation est avérée, hein. Il y a ce voice, il y a plein d'autres écrits. Là par exemple, c'est Sim qui envoie ça au cabinet du CED, il dit le DG doit l'appeler et dire qu'il a Yaoundé avec le numéro de téléphone du bonhomme là. Hein. C'est plein là. Je pourrais faire parvenir à ceux qui souhaitent le voir. Donc il y a beaucoup d'autres éléments. On va pas y passer la soirée. Qui montrent la relation entre eux. Et donc à ce colonel, je lui ai dit, je vous appelle parce que je sais quels sont vos liens avec Simba. Et c'est un peu malheureux parce que ces liens... ils compromettent quand même quelqu'un de votre niveau. Vous ne pouvez pas être numéro 2 des services secrets et être en contact avec un bonhomme qui a fait ça. Mais j'attendais d'avoir une réaction courroucée d'un type qui me dit « Ah ben ouais, il a fait ça, non, c'est pas normal, et tout, et tout. » Non, non, non. Au contraire, c'était de l'arrogance, la morgue, en mode « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi, toi ?» Je vous en parlais de ce colonel ici, la semaine dernière. Est-ce que c'est allé loin? C'est pas allé très loin. Ce qui s'est produit, c'est une autre affaire dans laquelle il est mêlé. L'histoire de sa fille pour laquelle il a fait incarcérer 4 jeunes Camerounais, de mineurs, qui sont aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé, toujours dans l'abus d'autorité. Vous voyez, je vous parlais de mon affaire, vous auriez pu dire, ah non, il est peut-être dans l'exagération, monsieur Palmer. Là, ce n'est plus moi. C'est lui. Je pense que vous voyez cette affaire défraie la chronique dans la presse aujourd'hui, hein, l'affaire de cet emprisonnement. Toujours avec les mêmes méthodes. Hein. Vous voyez que ces jeunes ont été convoqués par le lieutenant-colonel Bialo, ça fonctionne comme ça, ou au CED, au secrétaire d'État à la Défense, c'est-à-dire que lui, le plaignant, colonel Elundu, fait interroger ou oriente l'enquête dans un service où il a des ramifications, puisqu'il est patron de ce service. Est-ce que c'est normal? On est dans une justice impartiale quand c'est comme ça? On n'est pas dans une justice impartiale. Donc les Camerounais commencent à voir et à se rendre compte. Parce qu'ils seront tous mis à nu, ces gens, et on va tous les dégager. Ça va pas être le contraire. Hein, parce que j'entends beaucoup de gens m'appeler, oui, la Plado Noire est en téléchargement, oui, ces gens vont te tuer. Mais vous vous rendez compte? Vous pensez que je suis sorti du Cameroun à la barbe des gens qui contrôlent les aéroports, les ports, parce que je suis né de la dernière pluie? Ben non, au contraire. Et d'ailleurs, je trouve très malheureux, on lui a prêté une phrase, il aurait dit à sa femme concernant ce jeune mêlé dans ce conflit avec sa fille que bon, s'il rencontrait ce jeune, il lui mettrait 2 balles dans la tête. Voilà des propos qui sortent de la bouche du numéro 2 des services secrets camerounais. Je lui mettrais 2 balles dans la tête. Mais c'est très facile d'être fort avec les faibles. Hein? Bon, quand on va donc arriver vers le Cameroun où tout le monde a la possibilité de s'armer, d'avoir une arme, vous serez toujours autant courageux? Je ne crois pas. Hein? La preuve, nous avons un conflit majeur dans notre pays, au nord, au sud-ouest du Cameroun, qu'on est incapable de régler. Si nous avions des services tellement forts, si on avait des sécurocrates tellement forts, je pense que ce ne serait pas difficile. Alors, c'est facile de menacer des gens parce qu'on a une arme que l'État vous a filée
et que ces gens sont désarmés, et de leur dire, de leur promettre la mort, de promettre tout ce qu'on veut. Mais je trouve que ce n'est pas du niveau de quelqu'un qui est numéro 2 des services secrets du Cameroun. C'est pas vraiment du niveau. Qu'ils sortent des phrases comme ça pour des enfants de 19 ans qui devraient plutôt recevoir chez lui. S'il y a les faits sont avérés, les blâmer en disant mais mes fils, qu'est-ce que vous voulez nous faire là? Ça se fait pas comme ça. Hein? Allez maintenant mettez-vous à genoux, bon, levez-vous. Et puis leur donner des conseils, il les envoie en prison à 19 ans. Donc vous voyez un peu le type de gens, les abus dont on vous parle, elles se manifestent comme ça. Il y a quand même pas, c'est pas un hasard que à peine je vous en ai parlé il y a une semaine que ces choses-là se produisent aujourd'hui et soient suivies dans la société. Imaginez donc le nombre de cas qui ne sont pas portés à la connaissance de l'opinion. Ils sont tellement nombreux. Donc voilà, on a, en ce qui le concerne, ce colonel Elundu, des éléments qui montrent la collusion, et je ne parle pas que de ça, hein. J'ai plein d'écrits qui l'incriminent, qu'il est en contact permanent avec M. Émile Parfait Simb, pour qui il fait des besoins, c'est-à-dire Simb l'appelle au téléphone, hey, Colo, bon j'ai un mec là, il faut que tu me le fasses prendre, il y a pour telle ou telle chose, et puis on le fait prendre. Voilà. Et ce gars, il est directeur général adjoint des services secrets camerounais. Il y a un problème dans notre pays. Mais ça va être réglé bientôt. Ah, je voudrais que tous ceux qui nous regardent soient confiants, soient optimistes dans l'avenir. Il fera beau bientôt au Cameroun. Tous ces gens-là seront un souvenir. Quand je vous en parle, c'est fort de quoi? C'est fort d'une expérience personnelle que j'ai. Je ne suis pas sûr qu'au Cameroun, de tous ces gens-là, il y en ait 2 qui ont le parcours qui est le mien. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. J'ai connu l'expérience de la perte du pouvoir. J'ai des amis. J'ai vu Kadhafi après qu'il m'ait reçu à Benghazi. Je l'ai vu perdre le pouvoir. J'ai vu Laurent Gbagbo perdre le pouvoir quelques mois après qu'il m'ait reçu. J'ai vu le président Wade, président brillant du Sénégal, ne plus être au pouvoir. Et je peux vous citer des cas, Jacob Zuma et tout. Je sais ce que c'est que la perte du pouvoir. La problématique que nous avons au Cameroun, c'est qu'on a un pouvoir qui est resté pendant 40 ans avec des gens qui sont persuadés que la situation sera éternelle. Mais non, elle ne sera pas éternelle. On peut parler de sécurocrates. Je peux vous en parler, moi, des sécurocrates. Et évitez d'appeler, parce que nous sommes en direct, s'il vous plaît. On peut parler des sécurocrates. Appelez plutôt au 007 980 458 85 51. À ce numéro, vous pouvez faire vos contributions. Donc les sécurocrates, on en connaît. Dogbo Blé, Bruno Dogbo Blé, le général patron de la garde présidentielle en Côte d'Ivoire, le général Kassaraté, le général Mangou, tous ces gens sont à tuer à toi. Mais nous avons vu ce qui s'est passé sur la base d'un petit changement. Ces gens prennent certains là pour des scampettes, d'autres, Dogbo Blé, il a bénéficié, je crois, depuis hier, d'une grâce présidentielle, après être resté, je ne sais pas combien d'années, en prison, plus de 10 ou 11 ans. Pourtant, c'était un patriote. C'est même pas un type qui aurait dû... Donc, il a payé pour sa loyauté à la République. Donc, il y a des cas comme cela qui font que des gens comme nous sommes très prudents. On a le triomphe modeste. Hein. Peu importe la situation que je vis dans la vie, je me dis toujours, ça peut s'arrêter à tout moment. Et ça fait que je ne suis pas quelqu'un d'arrogant dans la jouissance de cette situation. Or, nous avons affaire à des gens qui n'ont jamais expérimenté la perte du pouvoir, qui sont persuadés qu'ils sont éternels. La preuve, il y en a qui déjà, comment on dit, qui se voient déjà dans l'après. Hein. Ils sont persuadés que oui, bon, après ça sera eux. Et donc voilà, à ce titre-là, personne, aucun Camerounais ne peut leur dire quoi que ce soit. Ils font ce qu'ils veulent, ils menacent tout le monde. T'as une arme, l'arme c'est pour protéger le pays, c'est pas pour tuer les Camerounais. On parle de ces services camerounais. Comment se sont-ils illustrés ces dernières années? Je vais vous le dire, moi. Ils se sont illustrés par l'assassinat de Camerounais, un Camerounais, Guérandi, Barry. Ils se sont illustrés par l'assassinat d'un autre Camerounais, Martinez Zobo. Ils se sont illustrés par la tentative d'assassinat sur ma personne. Vous appelez ça un service? Vraiment de vous à moi. Vous voyez la CIA se spécialiser, ou le FSB se spécialiser dans l'exécution des citoyens américains ou russes? Ça n'a pas de sens. Et donc ces gens-là, ils ont testé leur force sur quoi? Ben, sur l'assassinat des gens sans défense. D'accord? Mais ça va finir. Là. Moi, j'envoie ce message de manière très claire et aux Elundu, Ngongo et compagnie. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Et il faudra assumer cette société d'ensauvagement que vous avez créée dans notre pays.
où vous vous levez, vous faites du mal aux gens en espérant que comme vous êtes trop fort, personne ne pourra rien dire. Qu'est-ce que vous aviez espéré? Toi, Ferdinand, tu peux me mettre au pas, moi? Mais il y a un problème, quoi. Tu peux me mettre au pas? On est en plein délire, là. Des gens qu'on a vus commencer, qui ne valaient pas grand-chose dans ce pays, qui ne sont là que par le fait du prince. Parce que notre vieux, comme Caligula, l'empereur romain, avait décidé de faire de son cheval un ministre. Et ces gens aujourd'hui, arrivés dans cette position, pensent qu'ils ont un mérite particulier. Moi, ça me pose un problème. Bon, on va prendre le téléphone. Oui, allô? Bonjour? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais intervenir. Hein. Oui, on vous écoute. Vous appelez d'où? Ok, je vous appelle depuis les États-Unis. Malheureusement, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Moi, j'appelle dans le cadre de l'histoire de Lieb Limal. Oui. Alors, cette histoire de Lieb Limal, je vous ai suivi déjà vos 3 interventions. Je les suis avec beaucoup de pertinence. Nous sommes très choqués. Je ne serai pas très long parce que je suis en ce moment, j'ai juste 30 secondes pour me cacher, je suis en plein boulot. Mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que nous pouvons nous constituer en partie civile pour pouvoir au moins récupérer la moitié de notre argent. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de familles endeuillées. Il y a des personnes qui payent encore des dettes à cause de cette histoire de Lieb Limal. Monsieur est caché maintenant en URS. Mais quand j'ai suivi votre premier direct, il était juste question que peut-être qu'on le fasse partie des URS. Mais il peut se cacher en RSD. Il a un passeport centrafricain. Il a beaucoup de passeports que probablement nous connaissons. Comment est-ce que les gens peuvent se constituer effectivement pour se constituer partie civile? Ok, c'est une très bonne question. Les gens l'ont fait déjà une fois au Cameroun. Il s'est échappé, il est parti. Comment à l'étranger? Nous ne connaissons pas la procédure. Nous voulons vraiment savoir. Si vous voulez que les gens vous contactent de façon privée, c'est toujours possible. Donc, contactez-nous de manière privée. Ça aurait été difficile que ça prospère au Cameroun puisque je vous ai parlé du réseau de complicité. Des gens qui n'avaient pas intérêt à ce que M. Simbe tombe. Donc, ça n'aurait pas prospéré. C'est une action internationale qu'il faut mettre en place. Et nous y travaillons parce que si M. Simbe est caché en Russie, c'est pas parce que la Russie sait ce qu'il a fait. Il a raconté une histoire. Et donc, les pauvres, de bonne foi, gardent quelqu'un qui pense en danger pour des raisons autres qu'une escroquerie. Donc, ça, c'est en train de se faire savoir. Mais en off... laissez-nous votre contact en offre, on va interagir avec vous. Et nous recevons d'ailleurs depuis la semaine dernière beaucoup de messages. On est submergé. Je suis désolé pour ceux à qui nous n'avons pas répondu jusque-là parce qu'il y a trop d'appels. Et c'est bien comme ça. Il faut cette mobilisation pour qu'ils partent de la Russie. Et il partira de la Russie. Ah oui, c'est très important. Et il n'y aura rien qui se fera en Centrafrique parce que même là-bas, il sera persona non grata. Je peux vous en donner le serment. Vous savez, il est en Russie que depuis quelque temps. Hein, je vous donne cette information de vous à moi. Il était au Ghana où il vivait avec toute sa famille et où le gros de l'argent qui vous a été spolié lui a permis de se constituer un formidable patrimoine sur le plan immobilier. Et il est parti du Ghana. Quand les problèmes ont commencé avec moi, sachant ma capacité de nuisance, il a tout de suite fait femme et enfants, ils sont partis. Hein, ils ont comme des petites souris, ils se sont échappés. Donc c'est pour vous dire qu'en Afrique, il n'aura jamais de répit tant qu'il ne répond pas devant la justice. Mais il ne faut pas compter sur l'État du Cameroun, étant donné pas l'État dans l'ensemble, mais étant donné les complicités qu'il y a parmi certaines personnes qui dirigent l'État du Cameroun aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose qui prospère de ce côté. Ça fait plusieurs fois aujourd'hui qu'on a annoncé aux autorités là-bas, si elles voulaient agir, qu'aujourd'hui ces biens sont répertoriés. Ça veut dire que vous qui êtes spoliés, on peut saisir ces biens pour vous commencer à vous rembourser. Mais vous voyez, ça bouge pas du tout parce que voilà, il n'y a pas de volonté. Il y a beaucoup de gens qui ont été mouillés, que ce soit dans l'administration, la haute magistrature.
Et donc ces gens-là, ils ne feront pas bouger. C'est à l'international que ça se passera, madame. Je peux vous en donner le serment. Donc contactez-nous en off. D'accord? Ok, merci. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'informations que d'autres personnes ont. Moi, je me souviens, je suis allée au Cameroun en 2000, je sais plus, je ne me souviens pas. Parce que moi, je me suis inscrite pratiquement vers la fin de quand l'histoire tombait, quand, je sais pas moi, le réseau de Ponzi tombait. Nous étions pour voir, nous autres avons été un peu naïfs. Je suis allée au Cameroun, je suis allée dans les bureaux, j'ai été reçue. J'ai soumis mon problème et malheureusement, j'étais déjà à la fin de mon séjour. J'avais déjà payé plusieurs fois le billet, plusieurs fois. J'ai pas pu repousser le voyage. Mais je me suis rendu compte qu'ils remboursaient d'autres personnes en sourdine. Il y a des gens qui sont pas, comment je vais dire, ils sont pas francs. Mais ils remboursaient de l'argent. Et si j'avais eu quelques jours encore, peut-être je me ferais rembourser un petit non, c'était en fonction. J'étais à la fin du séjour, j'étais malade. Non, c'était en fonction des pressions qu'ils recevaient. Parce qu'il y a par exemple beaucoup de militaires qui ont été spoliés. Bon, ça, je vous donne des informations de l'intérieur. Hein. Beaucoup de militaires qui ont été spoliés, qui à un moment donné, voyant que ça ne bougeait pas au niveau de la justice, ont voulu descendre armes au poing pour se faire justice. Et donc c'est face à ces gens-là qui avaient une vraie capacité de nuisance qu'ils faisaient des remboursements ciblés en fait. Il y a quelqu'un qui demande comment il a fait la complicité des banques comme à Freeland. Ben, je ne sais pas en fait. Ce que je sais c'est que madame, ça suffit pour vous ou vous avez autre chose à ajouter? Non, pour l'instant, je n'ai pas autre chose à ajouter, mais je vous remercie. Donc je suis sûr qu'il ne vous aurait pas remboursé si vous n'aviez pas de levier de pression sur lui. Tous les gens qui ont été remboursés en catimini sont les gens qui appartenaient, qui avaient une capacité de nuire. Hein, et donc pour se débarrasser de ces gens-là, on leur remettait... mais moi j'ai vu des gens qui... j'ai un père qui a perdu 2 enfants. Il avait misé 18 millions d'économies et il est venu là, il était chassé comme un chien, quoi. Ses 2 enfants sont morts, lui-même a fait un AVC. Il y a beaucoup de cas comme ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait suffisamment d'argent pour rembourser tout le monde. Je le tiens de quelqu'un qui était très haut placé dans l'administration de GIT. Il m'a fait cette confidence que non, quand les problèmes ont commencé, on avait beaucoup de trésorerie. Nous sommes allés voir le CEO, donc Émile Parfessim, pour lui dire, ben non, au lieu qu'on ait des problèmes, remboursons au moins 70% d'argent à tous les gens que nous devons, avec tous les gens à qui nous devons de l'argent, on ne sera toujours pas pauvre. Et Sim leur a répondu, est-ce que Madoff avait remboursé? Est-ce que Madoff avait remboursé? Ça veut dire que c'était une arnaque qui était planifiée, c'était un Ponzi. Vous comprenez? Bon, de toutes les façons, nous cherchons tout simplement à récupérer notre argent. Merci beaucoup. Okay. Et merci pour votre aide, merci pour votre courage et que Dieu vous garde. Ouais, merci. Et bonne journée. Merci aussi. Alors, et ces gens-là qui sont très forts dans la diffamation, hein, j'ai lu quelque part, oui, il essaie de se constituer un patrimoine parce qu'il a été ruiné par Sim au Cameroun, maintenant en essayant... Moi, je fais ça de manière complètement bénévole. Hein. Ça s'appelle, en sciences politiques, ça s'appelle une convergence de lutte. Cette lutte-là est une lutte qui est très proche de la mienne, puisque j'ai été spolié moi aussi, donc je le fais de manière totalement bénévole. Hein. Il n'y a pas 5 francs à me donner pour faire quoi que ce soit. Il faut que les choses soient très très claires, donc pas les petites médisances qui sont répandues par-ci par-là. Voilà, donc vous pouvez faire comme la dame, pour ceux qui le souhaitent, appeler le 007 980 458 85 51. À ce numéro-là, vous participez, vous nous posez les problèmes. Alors, donc Simb, il sort du Cameroun. Alors, on en appelle. Oui, allô, bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Monsieur Tanner. Oui. Oui, vous m'entendez? Je vous entends super bien, merci. Bonjour. D'avoir décroché mon appel. Bonjour, c'est Monsieur Tanner. Oui, vous m'entendez? Je vous entends super bien. Vous avez un deuxième son qui pose problème. Je vais régler ça tout de suite. Là. Voilà, vous réglez, vous nous revenez? C'est bon maintenant, on s'entend bien. Oui, on s'entend bien. Allez, on y va. Dites-nous qui vous êtes, et donnez votre contribution, s'il vous plaît. Bah écoutez, déjà merci de partager votre expérience avec nous.
De rien. Je veux juste comprendre déjà, je dis, quelqu'un qui regarde de côté va se demander, mais attendez, vous avez une association avec ce monsieur Sim, on est d'accord? Oui. C'est pas une interrogation, hein, vraiment, j'espère que vous allez croire en la sincérité. Moi, je veux juste comprendre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ouvert, le débat est ouvert. Hein. Je suis pas un dictateur, donc on peut parler de tout. Du moment où on le fait dans le respect, il n'y a pas de problème. Absolument. Alors, j'ai cru détecter dans votre l'une des dernières parutions que vous aviez eu, comment dirais-je, une opportunité de développer une télévision, c'est ça, Global TV, un truc, hein, je me rappelle, c'est ça? Ben, je peux vous faire un laïus rapidement pour que quand vous ayez la bonne information. Et permettez que je finisse et après si vous déterminez un petit peu si je me trompe là. Hein. Ok, ben, allez-y alors. Je résume un petit peu ce que j'ai retenu de vos propos la dernière fois. Alors, d'accord. Ce monsieur tient à une autre chaîne, je crois que c'était en mars 2022, si je me souviens. Et effectivement, on lui a posé des questions sur l'IEP Liman, je crois que ça s'appelle. Et il a fait une déclaration à l'époque qui m'a parlé. Je travaille dans l'industrie, moi je suis basé à Londres. Il a fait une déclaration à laquelle il n'y a pas de, comment dirais-je, on ne perd pas de monnaie dans la crypto. Moi j'ai trouvé ça absurde. Il y a eu des vols, il y a eu des gens ont perdu de l'argent dans cette histoire. Et ce qui m'a surpris, du journaliste, soit il ne connaissait pas très bien le dossier, c'est quand même relativement nouveau, je l'admets. Mais vous, à l'époque, vous êtes encore dans votre business relationship avec lui, je crois. Non. Mais est-ce que vous saviez à l'époque que la proposition, par exemple, de l'IEP, quelqu'un qui regarde du côté va se dire, ok, lui, il s'est fait spolier avec cette histoire de télévision, alors il est probablement aigri et donc, voilà, quelle crédibilité lui accorder maintenant? Moi, je suis de tout cœur avec vous, hein, vous me paraissez quelqu'un de très, très sympa et c'est vraiment dommage que vous êtes arrivé. Mais vous saviez que ces gens-là, c'est pas des enfants de cœur, on est d'accord sur ce point? Non, je savais pas. Est-ce qu'il y a eu des moments pendant vos relations où vous n'aviez pas des hints, comme disent les anglo-saxons, des soupçons que, ouch, ces gens-ci, c'est pas, est-ce que c'est la bonne décision de me mettre avec ces gens-ci? Donc je vous remets la parole. Merci de m'avoir écouté. Ben, c'est moi qui vous remercie pour votre sincérité. Moi, je suis pour le débat ouvert. On peut parler de toutes les questions. Moi, j'ai pas de problème avec les questions. Alors, il y a juste une précision à faire. Moi, j'ai rencontré Émile Simb en avril 2022. Je l'ai rencontré pas dans le contexte de la crypto-monnaie. Je l'ai rencontré via le canal de quelqu'un que je connaissais. Et donc, transfert de sympathie. Cette personne m'a présenté à Émile par FaceTime en me disant qu'il essayait d'entrer dans le monde de l'industrie, extraction minière, et il n'avait pas de contact de réseau en Europe pour s'associer. Moi, je suis un cabinet d'intermédiation, basé à Paris. Donc, qu'est-ce qu'il a été question qu'on se rencontre? On s'est rencontrés, il m'a dit qu'effectivement, il avait des difficultés. Il avait le président Touadéra qui lui a signé des champs de mines en Centrafrique, hors diamant, mais pour les exploiter, il fallait des partenaires européens ou russes. Donc je suis reparti à Paris avec sa demande que j'ai proposée à un cabinet franco-russe, Lausanne Partners, avec lequel je collaborais. Et ce cabinet a fait une enquête. À la suite de cette enquête, ils ont constaté qu'il était embourbé dans un truc de crypto-monnaie qui n'était pas en train de marcher. Donc on était au moment où le scandale commençait. Moi, je n'avais pas ces informations. Je t'ai coupé du Cameroun, ces périodes-là, je ne suivais pas ces informations. Mais j'avais entendu parler de lui. Dire que je n'avais jamais entendu parler de lui serait un mensonge. Donc j'ai fait un retour d'information à Sim en lui disant, le cabinet dit, ils ne peuvent pas travailler avec toi parce que tu es impliqué dans des choses et ils ne peuvent pas coller l'image de multinationales russes avec la tienne. Et Sim m'a dit pour sa défense, non, c'est faux, c'est de la jalousie. Il y a le lobby des patrons locaux qui me jalouse, il y a le lobby bancaire local qui me jalouse, mais il y a surtout des officines liées au franc CFA
qui voient ma crypto-monnaie comme étant une alternative à la monnaie franc CFA, et ce sont ces gens qui me combattent. Moi, j'ai fait un peu de droit. Le principe sacré du droit, c'est le principe du contradictoire. C'est pas parce que quelqu'un vient me dire un truc qui vous concerne que je vais le prendre pour argent comptant, et puis non, donc j'étais fondé de lui dire il y a telle chose qui se dit sur toi. Donc il a donné ses explications que j'ai rapportées aux Russes, et puis les Russes m'ont dit de toutes les façons, si c'est ça, ok, on peut voir, mais il faut qu'ils s'engagent avec nous dans le cadre de cette exploitation minière en Centrafrique à rembourser les sommes à toutes les victimes présumées. Donc on va indexer, je vous reprends les mots pour mots ce qu'ils m'ont dit, on va indexer une ligne comptabilité dans les bénéfices qui sera affectée au remboursement des victimes présumées de l'IEP Limal si cela s'avère exact qu'il a spolié ces gens. Donc fais-lui la proposition, s'il est d'accord, on va voir. Donc il m'a dit tout de suite, Sim, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on le fait. Parce qu'il faut bien comprendre l'origine de la chose. À la base, je n'étais pas dans un deal de télévision avec Emi Parfait Sim. J'étais dans un deal lié à l'extraction minière en Centrafrique. Et puis, c'est par la suite. Donc, quand ce deal-là a été acté, qu'il devait se faire, on a commencé à faire des voyages au Cameroun, qu'il m'a dit qu'à côté de ça, il avait une chaîne de télé qu'il avait mis en place, mais qu'il voulait développer à l'international. Et donc, il m'a confié à moi, en tant que cabinet, un mandat pour qu'en 2 mois, que je lui fasse un recrutement d'une RH à l'international, que je lui définisse son projet sur le plan éditorial, que je forme son centre de décision, son centre de management, et puis grille des programmes, habillage d'antenne. Donc moi, j'étais au Cameroun pour 2 mois, de mai à juillet. C'est dans l'intervalle qu'il a été arrêté en juin, au mois de juin. Donc, pour répondre à votre préoccupation, je ne savais pas dans quoi il était. Ce sont les partenaires qui m'ont informé. Quand je lui ai dit ce que les partenaires disaient, il a donné une autre version que j'ai soumise aux partenaires, et ces derniers m'ont dit la condition qui était, ils s'engagent à rembourser à ces victimes présumées si c'est avéré, et nous on va indexer l'e-compta parce que les multinationales russes qui vont être sur le coup ne peuvent pas mélanger leur image avec quelqu'un qui est dans une escroquerie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Permettez un petit peu que je vous revienne là. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends, allez-y. Très bien. Je me rappelle très bien dans vos propos, vous avez parlé de l'extraction minière. Donc j'ai abrégé un petit peu en passant directement à la télé. Alors, permettez que je vous demande encore. Vous êtes cette émission, je veux dire, cet entretien qu'il a eu avec un certain Dipita Tongo, je crois, c'était le 20 mars 2022. Et vous me paraissez, en tant que juriste, vous savez qui c'est, vous avez entendu parler de Sam Bankman-Fried? Non. Ok, ça c'est dans la crypto. Et il a été condamné aux États-Unis. Il dit quand on parle de crypto, Sam Bankman, ça c'est l'un des trucs. Mais lui n'est même pas le premier en termes de l'argent qui disparaît dans ces histoires-là. Quand j'ai regardé ce que monsieur dit que c'est impossible de faire de l'argent dans la crypto, alors soit le journaliste, alors comme je dis, la crypto c'est relativement nouveau en soi, il ne s'y connaît pas beaucoup, mais il n'y a personne qui a essayé de challenge. Je dis, mais attends, vous racontez n'importe quoi. Et de lui citer des cas de fraude qu'il y a eu. Alors, je comprends que vous me dites que peut-être vous n'étiez pas au courant, mais là, pour moi, c'était la sonnette d'alarme. Il vient déclarer avec tout par rapport à... Je vous redis dans le contexte dans lequel on s'est rencontrés. On ne s'est pas rencontrés dans un contexte de crypto-monnaie, et je n'étais pas intéressé par l'actualité du Cameroun. J'en avais entendu vaguement parler, mais sans plus. Donc tout ce que vous me dites sur les missions ou machin, j'ai pas vu tout ça. Des déclarations pareilles, selon lesquelles il n'y aurait possible. Mais quand lui fait des déclarations de nature à dire du genre, ça n'est pas possible, on ne peut pas perdre de l'argent. Mais attendez, quelqu'un de votre calibre, je crois, attirer votre attention. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé cet entretien. Pour moi, cet entretien-là, c'était une sonnette d'alarme. Je sais que c'était en 2022, et si vous avez regardé cet entretien, et si vous suivez un petit peu les développements dans le monde de la crypto, ça c'était une grosse sonnette d'alarme.
Et donc, alors je dis, je ne suis pas ici pour vous indexer. Moi, je dis qu'on paraissait quelqu'un de très très correct, de très sympathique, de très a priori, moi j'aimerais bien, je veux dire, m'entretenir avec vous, je sais pas, vous écouter par rapport à une proposition X ou Y, et de voir que vous vous êtes fait spolier et que vous êtes mis avec des gens qui, d'après ce que vous racontez, c'est pas des enfants de cœur. Je me demande comment vous vous êtes retrouvés là, et que des gens pourraient dire que c'est bien, bon, maintenant que vous êtes fait spolier, vous venez, vous venez vers nous maintenant. Est-ce que non, mais je ne viens vers personne. Il faut qu'on se comprenne très bien. Suite à cette affaire, je suis parti. Ouais. Je n'ai pas fait de problème. J'ai considéré que les anciens m'ont dit, il faut laisser. Nous, on va s'en charger et tout. Et c'est parce qu'il y a une campagne, en plus de diffamation qui a été mise en place, une campagne calomnieuse contre moi, que j'ai exercé en droit de réponse en disant qu'est-ce qui s'est passé. La preuve, l'affaire date de juin 2023. Si j'étais dans une démarche de faire de la pleurniche, c'est depuis 2023 que j'aurais parlé. Je n'ai rien dit, j'ai considéré que c'était une perte, comme on peut perdre de l'argent dans n'importe quel business. Ça arrive tous les jours. Malheureusement, nous on a la faiblesse de croire aux gens. Bon, si c'est un défaut, bon, j'assume que c'est mon défaut, je vais peut-être le corriger, je vais changer. Mais à la base, comme je vous ai dit, ce qui s'est passé, c'est ça. Je ne connaissais pas son activité de crypto, je n'ai pas été mis en relation avec lui dans le cadre de la crypto, mais dans le cadre d'une affaire. Et je vous ai dit, quand la question de la crypto s'est posée, qu'est-ce qu'il a répondu, quels ont été les accords, c'était rassurant. Nous ne pouvons pas traiter avec lui parce qu'il est lié à ça, sauf s'il s'engage à rembourser les gens. Qu'est-ce qu'il y a de plus louable s'il peut rembourser les gens à partir de l'argent qu'on lui fait gagner dans une autre affaire? Je pense que même vous, à ma place, ça vous aurait enchanté. Bon, maintenant, chacun voit midi à sa porte. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas pour ça qu'on s'est rencontrés. Donc je connaissais pas les émissions dont vous me parlez. Je regarde pas. J'ai pas de télévision africaine chez moi, donc je ne sais pas qu'est-ce qui passe à la télévision. Déjà même la simple télévision, je regarde pas. Je suis plus un mec dans la lecture. Voilà. Bon, merci bien. Si vous n'avez pas autre chose à ajouter, on peut poursuivre cet entretien en off si ça vous dérange pas. Oui, absolument. Écoutez, je vous remercie encore de partager votre espace. D'accord, merci. Avec nous, c'est très sympa. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour la continuité. Je vous en prie. Merci. Voilà, donc juste pour préciser les choses, je ne suis pas dans une démarche de pleurniche. Il y a une campagne de calomnie qui a été mise en place par ces gens-là quand ils n'ont pas pu m'assassiner physiquement, qui a été une campagne pour m'assassiner socialement en répandant des mensonges sur moi. Et c'est à ces mensonges que j'apporte un droit de réponse, c'est tout. Je sais comment régler mes problèmes. Je n'ai pas eu besoin de pleurnicher quand je gérais au Cameroun et le groupe d'escadrons de la mort qu'on m'avait mis sur le dos. Personne ne m'a entendu parler, donc je suis un grand garçon, je sais me défendre. Maintenant, il y a cette campagne et j'en profite parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui peuvent tomber dans ce piège pour faire un retour d'expérience. Bon, maintenant, sur le retour d'expérience et la pleurniche, à chacun d'apprécier, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous étions au niveau des complicités. Les complicités qui ont permis que M. Simb sorte. Je vous ai parlé de ces complicités au niveau de l'état-major de la gendarmerie. Il y en a aussi au niveau de la magistrature. Vous savez qu'il a été escorté quasiment jusque dans l'avion par quelqu'un qu'on appelle Missipo. Alors c'est un procureur, il est procureur à Douala. Et qui est Missipo? Donc Missipo est quelqu'un qui a bénéficié d'une entrée à l'INAM dans les années 96. C'est le ministre actuel des gardes des Sceaux, qui était déjà à l'époque ministre garde des Sceaux. Je crois qu'il venait de la présidence, il avait été directeur du cabinet civil. En 96, il est nommé ministre des gardes des Sceaux. Et donc il a dans son cabinet une dame qui s'appelle Diossam Chantal Martine, voilà, Diossam Chantal Martine, qui est sa directrice de cabinet, hein, sa secrétaire particulière, on va plutôt dire ça comme ça. Et à l'époque, donc, ils ont aidé
à l'entrée à l'ENAM de plusieurs profils, dont le profil du procureur Missipo, qui est un magistrat. Et ce mec, il est copain comme cochon avec Simba. C'est-à-dire que quand vous voyez au Cameroun, on sait combien gagne un magistrat au Cameroun, mais quand vous voyez un magistrat mettre des berlutis, hein, pour ceux qui savent ce que c'est, hein, c'est pompe berlutis, vous comprenez que ce n'est pas avec son salaire qu'il achète les pompes berlutis. Donc c'est un ami d'Émile Parfait Sim. Il fait partie des gens qui l'ont exfiltré du Cameroun. Ce monsieur aussi, dont je vous parle, j'ai été le rencontrer à Douala. Mais quand j'allais le rencontrer, je crois qu'il y a une méprise. Il n'a pas compris que je venais le voir parce que je connaissais les liens qu'il y avait entre eux, pour qu'il dise à son ami, je ne sais pas comment appeler ça, à son frère, pour qu'il lui dise simplement, bon, tu ne peux pas spolier 50 employés et puis la personne qui a porté le projet de bout en bout, donc paye-leur argent, il faut éviter les problèmes. Non. Il n'a pas été capable de le faire. En tant que procureur de la République, il m'a dit qu'il ne veut pas se mêler des affaires de Simba. Bon, je savais déjà qu'il était mouillé jusqu'au cou, puisqu'il ne se passait pas 2 semaines sans qu'il ne débarque à l'époque où Simba était là-bas. Ça, c'est des témoignages directs que j'ai des gens qui étaient là à cette époque. Pas 2 semaines sans qu'ils ne viennent prendre l'argent, qu'il faut entretenir des nombreuses épouses aux États-Unis, en France. Hein. Aujourd'hui, on a pu faire un travail sérieux, puisque ces gens ont décidé de pourrir la vie aux Camerounais. Et ils ont le malheur d'être des gens qui aiment bien les voyager. Donc on va voir dans les prochains jours comment on va faire évoluer cette chose vers la mise mal à l'aise, comment on va mettre mal à l'aise tous ces gens qui aiment bien voyager. Parce qu'on sait, hein, le concernant, la gare Montparnasse, on a les itinéraires des uns et des autres aujourd'hui, on sait qui fait quoi dans la République. Donc ce monsieur a joué un rôle crucial. Mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul, c'était une petite main. Maintenant, est-ce que le fait qu'il soit le protégé du ministre garde des Sceaux fait du ministre des gardes des Sceaux la personne qui l'envoyait? Je ne suis pas sûr, parce que les autres informations que j'ai eues, c'est qu'il avait reçu une remontée de bretelles à l'époque, quand cette affaire a éclaté, de la part du garde des Sceaux, hein, qui n'avait pas apprécié cette connivence qu'il avait avec des gens douteux. Mais toujours est-il quand même que s'il est magistrat aujourd'hui, il le doit au ministre actuel, garde des Sceaux, hein, qui à l'époque, en 1996, avait, par l'entremise de Madame Chantal Ndjossam Martine, favorisé l'entrée de Louis Missipo et quelques autres profils à l'ENAM pour qu'ils deviennent magistrats. Donc ils sont un certain nombre. J'ai parlé la semaine dernière du procureur de Kribi. Hein. Allez, comment son nom m'échappe. Bon, ça reviendra tout à l'heure. J'ai parlé Mayo Boumson, le procureur de Kribi, qui lui est le conseiller officieux, le conseiller juridique officieux de M. Sim. Donc quand il y a la moindre question, d'ailleurs il roule en Prado, et cette Prado c'est un cadeau d'Émile Parfait Sim. Donc quand il y a la moindre question qui concerne ce dernier, s'il doit, vous allez porter plainte à Kribi contre Émile Parfait, ça prospérera pas. Parce qu'aussitôt vous avez porté la plainte, que Sim la reçoit, et c'est lui qui dit au procureur qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que je la fais prospérer? Est-ce qu'on le fait mariner? Est-ce qu'on lui perd un peu de temps et d'argent? C'est Sim qui décide de ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir que, à la base, Sim n'est pas ce personnage si important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui donner cette importance, parce qu'en réalité, son importance, elle est relative. C'est juste que on est dans un système où tout se tient. Lui, c'est un petit qui est venu avec une idée, et puis on a vu derrière tout ce qu'il pouvait avoir comme déclinaison de cette idée. On pouvait s'en servir pour avoir se payer des trains de vie, hein, que nos salaires ne permettent pas d'avoir. On pouvait aussi, pour ceux qui avaient déjà beaucoup d'argent, se servir de ça pour faire entrer de l'argent dans les circuits bancaires sans que ça n'attire l'attention. Mais on pouvait aussi, ça a été l'une des possibilités, s'en servir comme étant un levier de conquête du pouvoir. Parce que je parle de M. Ayem Mongé dans l'annonce de ce direct. Alors, c'est qui Ayem Mongé? Ayem Mongé, c'est un Camerounais qui travaille à la présidence de la République du Cameroun. Il est conseiller technique et il est rattaché à M. Ferdinand Ngongo. Vous comprendrez tout de suite les liens. Alors, lui, j'ai assisté à une conversation entre Sim et lui. Hein, c'était à Moscou, je me souviens. Alors, on était en mars 2023. Oui, mars 2023. On était à Moscou et ça faisait froid au dos. Tout ce que
j'ai entendu ces gens dire. Et d'ailleurs, c'est à l'occasion de ce truc que j'ai tout de suite commencé à tisser la toile. Donc voilà, Sim, c'était leur petit. Il leur aidait à faire les micmacs financiers pour donner l'honorabilité à leur argent, mais il avait aussi un trésor de guerre, leur permettant, le cas échéant, de mettre en place le projet qui est le leur, qui est le projet de la prise du pouvoir. Et là, il y a encore Armée qui va intervenir à un moment donné. Je suis en train de creuser, je reviendrai dessus beaucoup plus dans les détails dans mes prochaines communications. Donc la prise en main du pouvoir au Cameroun, donc avec l'argent et tout, j'ai entendu parler, hein, je raconte pas des histoires que des gens m'ont rapporté sur Sim, j'étais témoin de cette conversation avec monsieur Mongé Ayem, donc entre Émile Parfait Simb et Ayem Mongé. Donc pour ceux qui disent qu'on est dans des dénonciations qui ne sont pas des dénonciations vérifiées ou vérifiables, ben écoutez, moi j'ai pas le nom de tous ces gens par hasard. J'ai bien le nom de ces gens parce que soit j'ai été témoin oculaire ou auriculaire, ou alors j'ai des témoignages de personnes qui sont là et qui ont des choses encore beaucoup plus accablantes que le moment venu, au moment opportun on sortira si c'est nécessaire. Mais moi je pense même que ce ne sera pas nécessaire parce que le plus important c'était d'identifier toute l'aréopage de personnalités, de personnes qui gravitent autour de ce système, de les isoler. Pour l'instant, vous n'entendez rien dire, mais ce n'est que pour l'instant. Voilà, vous n'entendez rien dire, mais c'est pour l'instant. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'action qui puisse être envisageable dans le Cameroun sans que l'international se mêle. Bientôt, il va falloir que ces gens nous disent si le Cameroun est devenu un narco-État, où les blanchiments d'argent se font au plus haut niveau de l'État, est-ce que on est fiché ou pas, on n'est pas fiché. Il va falloir bien que, à un moment donné, que le vieux, s'il est en sommeil, qu'il sorte de son sommeil. Et puis qu'il commence à s'intéresser aux choses qui se passent dans son pays. Et qui ne nous impose pas des gens qui n'ont aucun sens de l'État, aucune rectitude morale, aucun sens de l'éthique, au cœur du pouvoir. Et qu'on nous les impose comme étant une punition. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je parlais de l'histoire de Caligula, l'empereur romain, qui a décidé de faire de son cheval un ministre à l'époque. Donc voilà, on a donc ces deux personnes que je vous ai citées là, ce monsieur de la magistrature, donc le magistrat Missipo, qui est au tribunal de Douala. Et il n'est pas seul. Il y a quelqu'un d'autre que je trouve assez curieux dans la manière de procéder. Il s'appelle Michel Eboko. Michel Eboko, c'est le procureur de Douala. Alors, ce type-là, quand mon histoire a été infiltrée au niveau de la gendarmerie, on m'a demandé d'amener la plainte à son niveau. Il a déposé la plainte à la PJ. Mais il a eu une façon très drôle et bizarre de gérer cette histoire. Vous écrivez une plainte contre quelqu'un, il m'a escroqué, il a abusé de ma confiance et tout, et il y a mes affaires qui sont bloquées chez lui, je voudrais rentrer en possession de mes affaires. C'est vous qui portez plainte. Sauf que, de juin 2023 à aujourd'hui, il n'a jamais donné une vraie suite à la plainte. Qu'est-ce qu'il a préconisé? Il a préconisé qu'on a un arrangement et restitution d'une voiture que Sim m'avait déjà demandé de vendre pour récupérer une part des 568 000 € qu'il me doit, contre et pas d'interpellation sur le fond de l'affaire. Vous voyez un peu, je trouve ça un peu bizarre de la part d'un procureur. Donc, qu'il ait été mouillé, ça ne m'étonnerait pas. Parce que leur patron là-bas, et là je vais venir sur la question de leur patron bientôt dans ma prochaine communication, parce qu'il y a des choses vraiment très graves. On ne peut pas accepter qu'il y ait de la vermine à ce niveau-là dans la magistrature de notre pays. Ou alors on assume qu'il n'y a plus de justice au Cameroun et chacun peut se faire justice, quoi. Donc vous avez un problème, puisque ces gens ne comprennent que le langage de la violence, et bien vous prenez une arme vous aussi, puisqu'ils sont armés, et puis c'est au premier de tirer. C'est le premier qui tirera qui aura raison. Voilà, je pense que c'est plutôt vers des schémas comme ça que nous sommes en train d'aller aujourd'hui, de petit à petit. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On vivait ces mêmes justice au nozo, vous vous souvenez? Mais là-bas, il a fallu qu'il y ait deux mecs avec un grain de folie dans la tête disent ben non, ça suffit, non, on veut plus de ça et tout. Ils sont entrés en dissidence, nous savons ce que c'est devenu aujourd'hui. Je vous le dis encore, si on était tellement fort, déjà on ne ferait pas mourir gratuitement nos frères.
au Nozo. Toutes les fois que je vois encore qui rentrent du Nozo, de nos forces de sécurité, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est qui ces gens? C'est pas les fils de ces bonhommes qui ont mis la situation, qui ont mis le pays dans la situation actuelle. Non, ce sont des pauvres gens, des pauvres Camerounais, venant peut-être des familles même déjà qui vivent cette spoliation depuis de nombreuses années, et c'est eux qu'on envoie aller se faire tuer sur des problèmes qui sont créés par la mauvaise gouvernance. Oui, parce que c'est ça la problématique. Aujourd'hui, ce qui se passe au Nozo peut être élargi à l'ensemble du territoire. Vous êtes allé au Grand Sud. Quand vous allez dans le Grand Sud, les jeunes que vous trouvez là-bas, c'est qui? C'est des petits 15-16 ans, odontolisés à fond, ils n'ont plus de neurones, parce qu'il n'y a pas de projet. Par contre, vous avez ces tapissés de ministre d'un tel autre, pas d'industrie, aucune société qui n'est construite, aucune entreprise construite sur place. Qu'est-ce qui reste à ces jeunes? C'est de boire l'alcool, qui a été libéralisé à dessein, et de se détruire. Ça veut dire que dans la situation du Nozo, il y a plus d'explosifs aujourd'hui. Regardez l'Est du Cameroun. Pourtant, grand pourvoyeur de notre richesse nationale. Mais même pour ça, avec le système jacobin où tout est centralisé, on n'a pas appliqué ne serait-ce que la péréquation. Se dire, bon, là-bas on tire beaucoup d'argent, parce qu'il y a le bois et toutes les autres ressources qui sont exploitées, et donc on devrait quand même remettre une part de cet argent pour le développement du coin. Mais non, rien n'est fait. Vous êtes des gens qui sont assis sur des monopoles d'exploitation forestière, il n'y a même pas de politique de reboisement, du coup on a réchauffement climatique, ça commence à devenir un peu lourd tout ça. Donc la situation qu'on vit au Nozo, c'est une situation qui peut avoir une extension dans l'ensemble du territoire du Cameroun aujourd'hui. Comment considérer qu'un pays comme le Cameroun, 30 millions d'habitants, sur 30 millions d'habitants, seuls 3% de la population a un salaire, 754 000 dans le secteur privé, 329 000 dans le secteur public avec l'armée. Donc ça fait à peu près 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on s'en sorte, il faut que chacun de ces 3% fasse vivre 30 personnes. Est-ce que vous pensez que c'est tenable? Avec les taux de chômage, d'endettement qu'on a, de chômage plutôt, puisque pour moi la dette n'est pas un problème. Hein. À partir du moment où une dette est vertueuse, si elle permet de générer des effets multiplicateurs, ça ne pose aucun problème à mon niveau. Il faut même au contraire s'endetter. On a des pays qui sont endettés à plus de 100% de leur PIB. C'est pas ça le souci. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, les ressources que nous avons. Ces ressources sont confisquées par des gens qui sont vite devenus arrogants. Hein, parce que je vous l'ai dit, le cas de ce procureur qui met des berlutis, ça je peux me permettre, moi je suis producteur, ça cachetonne bien dans mon métier, je peux me permettre d'acheter des berlutis, mais un procureur de la République au Cameroun, s'il pense même déjà que quand il doit s'habiller, il doit mettre des berlutis, ça me pose un problème. Parce que du coup, vous comprenez à quelle activité il va être affecté. Il va être affecté à vivre au-dessus de ses moyens, et vivre au-dessus de ses moyens, c'est quoi? C'est faire de la justice le paillasson de certains qui viennent y piétinent. S'il me dit aux employés, non, je ne vous paye pas et ça ne va pas aller quelque part. Mais quand il le dit, vous pensez qu'il ne compte sur rien? C'est parce qu'il sait que c'est huilé, il sait qu'il a des procureurs généraux qui sont à sa botte. Moi, j'ai des messages que je vous ferai lire dans les... J'ai pas eu le temps de bien préparer ça. Le malheur que j'ai, c'est j'ai pas toujours le temps de mettre en place ces communications, mais je prendrai le temps de m'asseoir, de vous ressortir des choses, mais hallucinantes. Des procureurs généraux qui interviennent. Quand on capture Simpo dit non, ne l'amenez pas là-bas, amenez-le plutôt ici et tout, parce que ici c'est eux, et puis eux ils vont s'arranger à ce que bon, rien n'arrive à Simpo. Donc aujourd'hui, quelque chose est très clair, c'est que ces gens-là, qui pourrissent la vie au Camerounais, là-bas sur place, et qui pourrissent la vie à ceux qui ont décidé de dire non, ça ne peut pas continuer, eh bien on va les rendre mal à l'aise. Parce que le malheur qu'ils ont, c'est quoi? En détruisant l'espace de vie Cameroun, ils ont fait quoi? Ils ont aussitôt envoyé leurs enfants à l'étranger. Et donc on va gérer ça là-bas, à ce niveau. Je ne suis pas pour faire payer aux enfants des gens les actes que leurs parents posent. Mais chaque fois quand même, vous voyez ça? 19 ans, on vous dit qu'on a 4 jeunes Camerounais qui étaient à l'université catholique, c'est pas le menu fretin, et qui sont en prison à Koningui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas plu au numéro 2 des services secrets, et ce dernier a fait jouer ses relations. D'abord, il les a fait interroger dans le service qu'il dirige. Vous vous rendez compte? Où est l'impartialité de la justice dans ça? Il les a fait dans le service qu'il dirige, et ensuite, il les a fait envoyer en prison. Donc là, c'est les enfants des gens. Donc, alors, eux, ils vont faire ça, pendant qu'ils font ça, leurs enfants sont en sécurité? Non, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas de cette manière. Donc, je redis,
que nous, aujourd'hui, nous sommes tous mendiants d'un nouveau pacte fondateur, en tout cas autour duquel on va reconstruire. Hein. Il faut reconstruire en rassemblant les Camerounais. Mais il y a une vermine des gens qui sont décidés à ce que les choses restent en l'état. C'est pour ça que vous les voyez soutenir l'émergence, l'arrivée au pouvoir de certaines personnes pour être dans la continuité de ce qui se fait. Mais non, on ne peut pas toucher, on ne peut pas aller plus bas que le niveau où on est aujourd'hui. On est obligé de repartir vers le haut. Mais je dis une fois de plus qu'il faut qu'on soit des gens conséquents. Parce que la problématique de notre pays aujourd'hui, c'est que même ceux qui se battent pour que les choses changent, c'est des gens qui n'ont pas la capacité d'être en rang soudé. Vous savez, moi, il y a un principe que j'applique. Parfois, j'entends des choses qui ne me plaisent pas, mais je me dis, bon, c'est un jeune qui le dit. À défaut de le soutenir, je n'ai pas à le contredire. Je me tais. J'entends des choses qui parfois sont légères, sans niveau, mais je me dis, bon, c'est un jeune qui le dit, il est dans la bataille, il veut qu'on s'en sorte, et je ne fais pas de commentaires. Parce qu'à défaut de soutenir, il faut se taire. Mais on est tellement dans des guerres, entre celles qui sont instrumentalisées, cette jeunesse-là, une partie de notre jeunesse, de nos frères, qui ont pris frais et cause pour des hommes du passé et donc du passif, au lieu des hommes d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un direct comme celui-là que je fais, c'est des jeunes qui sont payés pour venir insulter, pour venir raconter des choses, c'est des jeunes. Mais je me demande, est-ce qu'ils se posent la question de savoir, mais ils insultent quoi? Ils insultent l'avenir. Ils se compromettent pour des gens qui sont des hommes du passé et qui vont fatalement faire de la place bientôt. Est-ce qu'ils y pensent? Hein, moi, j'ai quand même des journaux au Cameroun qui ont été payés et à des sommes minables en plus. C'est-à-dire que quand on parle de payer, vous allez penser que bon, le mec, il a encaissé 100 000 euros. Non, pas du tout. Hein. C'est les 200 000 francs CFA pour mettre à la une de leur, de leur quotidien pour me salir. Oui, c'est-à-dire salissez-le. Et quand ils le font, ils se posent la question de ça. Mais c'est un jeune comme nous, non, on s'allie à des gens du passé pour salir des gens qui incarnent une espèce d'avenir. Il y a un problème. C'est pour gérer comment demain, quand on va se retrouver et qu'on se regardera dans les yeux. Que ben, voilà, mais toi tu servais ces gens, non? Bon, tu les servais, tu veux qu'on fasse quoi ensemble maintenant? On n'a rien à faire. Donc, à défaut de te planter aussi une épée, puisque c'est pas dans ma culture de se venger, ben écoute, je peux pas travailler, on n'est pas sur les mêmes valeurs. Donc, continue à soutenir ces gens-là, mais ils sont plus là. Donc, le problème collectif que nous avons généralement dans notre pays, c'est que on n'a pas encore expérimenté la perte du pouvoir. On est resté 40 ans et les gens sont sûrs que ça restera comme ça éternellement. Mais ça ne peut pas rester comme ça éternellement. Nous sommes sur la fin. Il va faire beau bientôt au Cameroun. Moi, c'est le message principal que j'ai envie de passer. Alors, il y a un autre sujet qu'on devait évoquer. Je n'ai pas en tête, mais on peut continuer à voir les contributions des uns et des autres au 007 980 458 85 51. 007 980 458 85 51. Voilà. On a quelqu'un qui appelle, on va le prendre. Oui, allô? 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 Oui, allô? Oui. Je vous resalue, M. Palmer. Oui, bonjour. Bonjour encore. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. On penserait que avec ce plateau-ci, on aurait beaucoup plus une audience un peu plus considérable. Avec votre connaissance des médias, est-ce que vous avez pensé, c'est juste une suggestion, vous me dites ce que vous en pensez, c'est quand ça me paraît être une affaire d'État. On a un petit problème de connexion. J'en profite pour passer. Vous m'entendez? Vous êtes revenu? Je vous entends très bien. Oui. Je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, moi. C'était une suggestion que je voulais faire. Je remarque qu'on est moins de 100 en ce moment. Et pour une portée de votre message, et avec votre connaissance du monde des affaires, des médias et tout le reste, est-ce que vous n'avez peut-être pas pensé de contacter
allez, raconter votre histoire si vous êtes arrivé à des chaînes. J'imagine que une ou deux chaînes vous accorderaient un temps d'antenne pour relater ça. Mais je crois que c'est très important. Il faut que ça parvienne à une plus grande audience pour un peu plus d'impact. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Non, c'est une bonne idée. La problématique, c'est de comprendre le fondement existentiel de la démarche. C'est-à-dire qu'à la base, comme je vous ai dit, quand le problème a eu lieu, moi je suis très traditionnaliste, hein. Je suis très à fond dans nos cultures africaines, donc j'ai interrogé les anciens qui m'ont dit non, tu ne dis rien, tu nous laisses, c'est nous qui allons gérer ça, donc repars tranquillement à Paris et puis ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que le nom de ton pays ne doit pas être sali à cause par toi. Ça c'est ce que les anciens m'ont conseillé. Donc moi je suis rentré en France sans problème. Je n'en ai jamais parlé avant. C'est très important de le savoir. Je parle aujourd'hui pour apporter un droit de réponse et après l'approbation des anciens qui m'ont dit non, on voulait que cette affaire-là s'arrête, on allait gérer ça de notre manière, mais comme ces gens-là maintenant veulent s'attaquer à ton image sur la place publique, en ce moment nous te donnons la permission de parler et de dire tout ce que tu sais. Donc aujourd'hui, je suis très confortable dans ma prise de parole, confortable parce que voilà, il a l'assentiment des anciens. Donc à la base, moi je suis dans un droit de réponse, voilà, un droit de réponse, si on peut appeler ça comme ça, à des choses qui ont été dites, qui étaient complètement fausses, qui faisaient partie du plan, comme ils n'ont pas pu me tuer physiquement, donc voilà, il faut peut-être qu'on le salisse justement pour le rendre plus crédible, de telle sorte que peu importe ce qu'on peut lui faire un autre jour et tout, que les gens... je ne sais pas si vous avez vu la campagne médiatique qui a été mise en place contre moi. Vous avez des journaux ayant pignon sur rue au Cameroun qui ont quand même mis à la une, m'accusant de tous les maux possibles. Et quand je vous le dis aujourd'hui, même Simba, Émile Parfait, là où il est, même ses propres gens à lui, même sa propre famille, ses propres proches et tout, ils savent la vérité. Je suis tombé sur un message publié par son conseil, avocat conseil, André Penka, sur une page où il me traite de bandit, de malhonnête, et j'ai éclaté. Je me suis dit, mais on est face à un cas de schizophrénie paranoïade. Le même avocat qui, devant mes conseils à moi, leur a dit, non, bon, Sim et M. Palmer, c'est pas le même niveau, Sim, c'est un illettré, et tout, c'est juste que bon, on est obligé de les défendre. Le même type qui dit ça, il allait sur une page me saquer, raconter des conneries, alors qu'ils savent la vérité, puisqu'il fait partie des gens qui travaillaient, qui n'avaient pas de salaire là-bas. Et donc, de temps en temps, quand on pouvait, on apportait ce qu'on pouvait aux collègues à gauche à droite. Le même est allé me saquer. Donc, on est aujourd'hui dans une réaction. Moi, je vous redis une fois de plus que je n'ai pas quitté le Cameroun en me disant, bon, je vais me plaindre. Non. J'ai quitté le Cameroun avec la recommandation des anciens, que moi j'écoute, de ne rien dire, parce que l'image du pays ne doit pas se salir à travers moi. Donc s'il n'y avait pas eu toute la campagne qui a été mise ensuite sur pied contre moi, j'aurais rien dit, je serais resté comme ça. Et c'est pas le seul cas, hein. Vous savez, moi je viens d'un pays, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça l'autre jour, où j'ai appris, monsieur, qu'au Cameroun c'est un défaut d'être quelqu'un d'altruiste, d'être quelqu'un ayant de l'empathie pour les autres. Moi, dans ma conception des choses, dans les valeurs qui sont les miennes, quand on a quelqu'un qui est à terre et qui vous tend la main, vous avez l'obligation de répondre à sa main. Mais au Cameroun, je découvre que chaque fois qu'on pose un acte altruiste, chaque fois qu'on pose un acte dans le sens de vouloir aider, et bien ce qu'on reçoit toujours en retour, c'est une espèce d'ingratitude. Mais dans le cadre d'Émile Parfait Sim, ce n'est même pas seulement de l'ingratitude, c'est de la sorcellerie pure, quoi. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu un problème, et du jour au lendemain, il se lève, il commence à raconter des choses contre vous, il commence à vous insulter, il envoie des gens vous tuer, quelqu'un que vous avez aidé, mais ça fait froid au dos. Hein, j'ai vu qu'il y a un de ses frères qui regardait le direct tout à l'heure. Et ne vous fiez pas, parce que le but en fait de ces directs, c'est de consigner sur un cloud des mémoires que les gens peuvent revoir après. C'est partagé ensuite, les gens voient ça un peu partout. Donc vous fiez pas au score que vous voyez là. Les scores, c'est juste le temps que je finis de parler. Après, il y a une seconde vie pour les vidéos. Ok. Bah, écoutez, donc, si je comprends bien, vous êtes à une étape dans votre démarche, c'est ça? Oui, bien sûr. Et vous avez évoqué tout à l'heure les gardiens de nos traditions, et que pour qui j'ai tout le fait.
Mais je me pose la question, est-ce que ces considérations-là ne sont pas parfois un frein à notre émancipation collective? Oui, parce qu'il y a ce qu'on voit, ce qui est physique et ce qui est invisible. Je vous ai dit que moi je suis très porté sur nos traditions africaines. Et donc en général, la vie des ancêtres pour moi est très important. Hein, parce que vous savez par exemple le problème dont nous souffrons aujourd'hui dans notre pays, c'est celui d'avoir snobé notre mystique profonde. C'est pour ça qu'on va aller en accumulant des problèmes. Pourquoi on est sur un phénomène de perdition générale? Vous avez un type à qui on donne un poste, mais qui n'a pas conscience qu'il travaille pour le Cameroun. C'est pas le Cameroun qui travaille pour lui. Ben c'est parce que voilà, on a un problème avec notre spiritualité. Nous sommes un pays où il y a la religiosité, mais la religiosité n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité demande beaucoup d'adéquation. Hein, Oui, allô? Oui, est-ce que nos chefs traditionnels aussi n'ont pas contribué à la situation dans laquelle nous on se trouve en ce moment? Par exemple, vous savez que les chefs traditionnels, chez nous quand même, c'est un relais pour le pouvoir, et que ces chefs-là ont contribué à asseoir ce pouvoir, à l'enraciner. Je veux dire, c'est des questions légitimes. Oui, légitimes. C'est des questions légitimes, vous avez raison. Mais en fait, c'est quoi la chefferie traditionnelle aujourd'hui chez nous? Vous n'avez pas vu que tous ces gens-là, ils s'arrangent tous à être chefs traditionnels? C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas dans leur ascendance, qui ont rien de chefferie dans leur ascendance, ils deviennent chefs à gauche, chefs à droite et tout. Mais même Émile Parfait Simb, dont on parle. Vous savez qu'il s'est fait élever au rang de Mbombok Bassa. Hein? Effectivement, donc on se pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts quand ces chefs-là, ces gardiens, et un respect pour eux, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts par rapport à ce que eux ils prescrivent? Alors ils vous prescrivent dans ce cas comme démarche, et oui. Alors, oui, alors, bien sûr qu'il y a des conflits d'intérêts, mais l'avantage quand même, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui connaît très bien la vie du Cameroun. En tout cas, ces 30 dernières années, nous savons qui est qui, hein, pour se sortir de cet étau dont je vous parle depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il y a une bonne connaissance. On sait qui est qui, ne vous en faites pas. On ne peut pas ambitionner un Cameroun d'après sans savoir c'est quoi l'existant. L'existant, nous connaissons très bien, mais il y a des gens vertueux. Je vous ai parlé des gardiens du temple. Il y a des gens qui ont dit non, par exemple, à l'idée de mon assassinat, et qui ont œuvré comme il fallait le faire. Vous avez des gens comme Soukoudjou. C'est pas le chef Soukoudjou, pour prendre cet exemple seulement. Je ne veux pas citer les autres, parce que c'est pas forcément des personnes publiques, mais c'est des personnes efficaces qui travaillent dans l'ombre. Mais des gens comme Soukoudjou, on ne peut pas les soupçonner. Des gens comme Bombo Njoya, Feu Momo Dioya à l'époque, ils ont une capacité d'indignation, alors même qu'on aurait pu considérer qu'ils appartiennent au système. Donc non, notre pays n'est pas que constitué de vermine. Il y a beaucoup de gens bien, et peut-être que ces gens bien ne sont pas forcément ceux qu'on met en avant. Quand vous voyez aujourd'hui toutes les sociétés de pensée qui ont pignon sur rue au Cameroun, le développement de cette société de pensée laisse croire qu'il n'y a pas une mystique profonde qui régit notre cosmogonie camerounaise. Mais ce qui est complètement faux. Il y a une mystique profonde qui est là, et vous savez, il faut un alignement de planètes dans tout ce qu'on veut engager comme démarche. Et je pense que c'était une bonne chose de me le dire. À l'époque, je bouillonnais de dire non, cette affaire-là, il faut que j'en finisse, parce que j'ai trouvé que c'était une humiliation, quoi. Pour moi, un type comme moi, que ce soit les Ferdinand Ngongo qui décident, on va le tuer, parce que pour moi, c'est des gens qui ne comptent pas dans l'histoire de notre pays. Je les ai vus se faire sous mes yeux. C'est des gens qui ne comptent pas. Ils comptent pour les Camerounais qui ne connaissent pas leur parcours, mais pour des gens comme nous, qui les avons vus sortir des bas-fonds, on sait exactement qui ils sont. Donc pour moi, j'ai trouvé ça humiliant que la décision de ôter lui la vie vienne des gens qui n'ont pas de niveau. Et ce que je vous dis là, c'est pas un secret, hein. C'est-à-dire que même notre vieux qui est là-haut, il sait, j'ai une liberté de ton. Je lui ai toujours dit, toutes les fois que j'ai pu m'exprimer, je lui ai toujours dit ce que je pensais de ce système-là et de ces gens. D'ailleurs, je l'ai dit à ma première intervention,
que j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est de la chance, mais d'être au cœur des activités du pouvoir, alors que j'étais déjà très jeune à l'époque. Et donc j'ai vu se constituer l'essentiel de ceux qui font le Cameroun, qui gouvernent le Cameroun d'aujourd'hui. Et donc aucun d'eux... Oui, allô? Merci bien d'avoir décroché mon appel. Je ne veux pas non plus confisquer la plateforme et donc je laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais s'il y a besoin, je pourrais encore glisser une autre question tout à l'heure. Merci encore. Merci à vous, merci. Donc voilà, on avait un appel tout à l'heure. Je pense qu'on va peut-être le reprendre. Bon, vous pouvez appeler, de toutes les façons. Je ne sais pas combien de temps on a. On a fait l'heure déjà ou pas? On a fait l'heure et demie. Oui, donc on va peut-être penser, si on n'a plus de personnes qui souhaitent se manifester, on va peut-être penser à mettre un terme à ce direct en remerciant déjà tous les gens qui se sont mobilisés encore aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, 1h35, merci Nazara, donc voilà, c'est assez bon, on va pas tirer plus. Donc tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui pour suivre cette communication, on redit les mots-clés. Dans un premier temps, c'est la troisième communication en l'espèce. La première était un exposé général de la situation que j'ai vécue. Quel est le fondement existentiel de ma démarche? C'était de dire, attention, le Cameroun aujourd'hui, voilà l'état que c'est. Donc vous qui allez faire des affaires, il y a une nouvelle arnaque. Cette arnaque consiste en quoi? Quelqu'un vous fait venir, vous êtes associé, il vous injectez de l'argent, et puis un matin, il utilise les relations qu'il a dans l'armée et vous fait passer pour quelqu'un qui est en train de comploter contre la sûreté de l'État. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez menacé, vous êtes contraint de prendre le premier avion pour partir. En réalité, c'est de la fémania, vous avez été escroqué de manière tranquille. Donc voilà, je voulais alerter l'opinion qu'il y a des choses comme ça qui se font. Maintenant, je le redis une fois de plus, je suis un grand garçon, je gère mes problèmes tout seul, j'ai besoin j'ai pas besoin de faire de la pleurniche ou quoi que ce soit. Il y a eu des attaques en règle sur ma personne. Ces attaques en règle ont attristé ma communauté d'amis, de relations que j'ai de par le monde. Il était important pour eux que je donne ma version des faits sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, on a un autre appel. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Palmer. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Palmer. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Bon, mais c'est un plaisir de vous entendre. Et je vous entends. Avec un peu de recul, mais je vous entends. Oui, on vous écoute. Ok. Mais la question que j'aimerais vous poser, d'après vous, depuis quand le Cameroun a atteint ce degré de décrépitude? Ok. C'est tout? Je peux répondre? Alors, donc apparemment... oui, parce que derrière cette question, j'ai une deuxième question. Je voudrais que vous répondiez. Enfin, j'attends votre réponse. Oui, alors... Pour vous donner la deuxième. Alors, moi, je vais vous dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai dit lors de ma première communication qu'à l'époque, j'ai fait partie d'un mouvement qui s'appelait la Presby, la jeunesse du président Biya. Nous étions des jeunes, j'avais moins de 20 ans, et nous avions été séduits par le libéralisme communautaire du président Biya. On s'est dit, si on est jeune, on a de l'énergie, si on peut aider à transformer ce livre en réalité au Cameroun, ce serait quelque chose de génial. On s'est constitué tout de suite en pôle d'excellence de jeunes. On était un petit million dans tout le Cameroun, tout le réseau qu'on avait. Et puis, donc on a commencé à travailler. On a travaillé tellement bien que même le président Biya à l'époque a reconnu en nommant notre président au comité central du RDPC. Alors, nous, on ne voulait pas des laudateurs, comme je l'ai dit, mais on était des gens qui appréciaient le projet et le libéralisme communautaire,
Si on avait voulu être des laudateurs, eh ben on serait rentré dans le JRDPC comme tous les autres. Donc c'est pas ce qu'on a fait. Et dans le cadre de ce projet-là, de cette dynamique jeune, cette organisation, j'ai occupé des très hautes fonctions qui m'ont mis tout de suite en prise avec tous les gens qui dirigeaient la République. C'est comme ça que je les connais, à tu à toi. Et la problématique maintenant que nous avons rencontrée, et il faut que je vous le dise, c'est que très rapidement on a déchanté. Parce qu'on s'est rendu compte que en fait, il fallait pas simplement être brillant, mais en plus d'être brillant, il fallait faire des allégeances à des choses qui n'étaient pas tout à fait dans notre ordre éthique. Et donc, déjà à cette époque, je parle des affaires des années 96, 97, donc déjà à cette époque, ça existait. Donc moi, personnellement, j'ai pris du recul. Écoutez-moi, j'ai pris du recul avec ce système à partir de ce moment-là, quand j'ai compris que il fallait pas juste être brillant, il fallait pas juste travailler pour être bon dans ce qu'on savait faire. J'ai pris du recul et donc pour répondre à votre question, je pense que depuis déjà ce temps-là, on avait des signaux de ce qui se passe aujourd'hui. Vous m'entendez? Voilà. On a un problème de connexion avec lui qui est pas très bien. Voilà. Donc c'est un peu ça, monsieur, si vous m'entendez. Nous c'est depuis cette époque qu'on considère qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque je me suis mis en réserve de la marche politique de mon pays pour me concentrer dans l'activité du journalisme. Donc quand j'entends des gens dire oui, c'est entre eux les gens du système. Voilà. Oui, allô, on a un problème de connexion avec vous. Allô? Allô? Oui, on a un problème de connexion avec vous. Oui, effectivement, je me rends compte qu'il y a un retard d'émission. Entre la voix et l'image, il y a un retard. Oui. Donc, écoutez la voix alors, comme ça, vous appelez l'image. Ok. J'ai entendu vos explications, mais la question que j'aimerais vous poser à vous personnellement, finalement, vous reprenez le combat parce que vous avez été victime. C'est à quoi que vous n'embrassez le combat aujourd'hui, à titre personnel, parce que vous avez été personnellement victime. Pourquoi n'avez pas vous embrassé le combat depuis plus de 20 ans pour le dénoncer? Bon, en fait, je comprends qu'on ne se connaît pas. C'est ce que je disais en début d'entretien. Je disais que le problème que nous avons au Cameroun, c'est que le Camerounais ne sait pas dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire que si on demande à un Camerounais « est-ce que tu connais telle personne ?» qui dit « je ne le connais pas ». Bon, c'est très facile aujourd'hui avec Facebook. Vous savez, moi je suis sur Facebook depuis 2009. Alors, si vous repartez sur ma page Facebook, vous avez une réponse à tout ce que je viens de vous dire. J'ai jamais été quelqu'un qui cautionnait... j'ai une abondante littérature. J'ai d'ailleurs des gens qui m'écrivent tout le temps pour me dire pourquoi tu ne fais pas un livre, un recueil de tes déclarations. Si vous repartez sur Facebook, vous saurez, vous regardez juste mes pages et vous avez une réponse à votre question. Donc j'ai jamais arrêté de condamner ce qui n'était pas bien. Je continue à vous dire que j'ai commencé au sommet directement avec la politique. Donc si j'étais quelqu'un qui cautionnait ce qui se passait ou qui était dans le confort dans ça, eh ben je serais toujours là-bas, je serais pas parti du Cameroun, je serais resté. Donc j'ai toujours dénoncé tout ce qui se passe. C'est peut-être que ma voix ne porte pas assez, mais ceux qui me suivent savent que je me suis jamais complu dans la médiocrité que nous vivons dans notre pays. Ok. Et si je crois, enfin, je sais, c'est bien vous, c'est vous qui êtes le vice-président du Parti républicain? Oui, tout à fait. Ok. Mais vous savez que le président de ce parti se passe pour le fils du président de l'Union actuelle. Oui. Alors, vous savez aussi que le même personnage a une réputation sulfureuse à Douala. Moi, je suis un homme d'affaires à Douala. Ces escroqueries, des abus de confiance, des trafics d'influence. Vous êtes censé le savoir aussi. Oui, j'ai appris ça qu'il était. Juste pour faire court, vous savez, vous avez fini la question pour que je réponde ou je vous laisse finir d'abord? Non, en fait, en réalité, c'est pour dire que finalement,
finalement, la question que je me pose, c'est, j'aimerais juste vous connaître un peu plus. Comment se fait-il que vous êtes au centre des personnes sulfureuses? Le président du Parti républicain, c'est quelqu'un qui pour moi était usurpateur, et Sim qui était un usurpateur. Moi, j'aimerais savoir comment vous vous retrouvez au centre des deux usurpateurs. C'est une très très belle question. Vraiment, je vous remercie de la poser en toute clarté, hein, sincérité. Et je vais vous répondre aussi de manière sincère. Concernant Georges Gilbert Bahongla, depuis que j'ai arrêté de collaborer dans le cadre du Parti républicain avec lui, je ne me suis jamais exprimé sur la question. Il a fait des passages à la télévision dans lesquels il a dit qu'il ne me connaissait pas, il m'a traité d'usurpateur et tout ce que vous voulez. Donc ça va être à vous, puisque vous me posez la question clairement, ça va être la première fois que je m'exprime sur ma relation avec lui. Alors, ce que j'ai payé dans le cadre de Georges Gilbert Bahongla, c'est toujours justement cette démarche de ne pas être d'accord des injustices. Moi, j'étais à Yaoundé un jour, et je reçois un coup de fil d'un journaliste qui s'appelle Paul Désibia. Il me dit, grand frère, c'est mauvais, on a arrêté Georges. Donc, je lui dis, tu es où? Il me dit, je suis au rond-point de la PJ. Donc, je le retrouve au rond-point de la PJ, et puis il m'explique qu'on l'a arrêté. Apparemment, c'est mauvais, ils sont dans la stratégie de muselation de tous ceux qui peuvent tenir un discours contraire. Je lui ai dit, bon, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Donc, on est descendus tous les deux à la PJ. Et j'ai exprimé l'envie de le rencontrer. Et la dame n'a pas voulu. Elle m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi je ne le rencontrais pas? Est-ce qu'il est placé au secret? Les voix ont commencé à s'élever. Et il y avait un commissaire qui était en civil à côté qui a dit, non, Palmer. J'étais là étonné qu'ils me connaissent. Il dit, oui, Palmer, non, il faut se calmer et tout et tout. Et c'est ce commissaire qui a arrangé la rencontre avec lui. Donc je suis allé le voir en garde à vue. Alors, j'arrive... garde à vue, et puis il était d'ailleurs très étonné de me voir parmi les gens qui venaient en premier lui porter secours. Donc il m'explique son affaire, et je lui dis, bon voilà, il faut quand même pas laisser que ces gens musellent. Je suis toujours dans la même démarche. Et puis je pars, au moment où on part, on était trois. Donc il y avait Gilbert Bahongla, Paul Désibia et moi. Au moment où on s'en va, il me dit, mais je veux te demander une faveur. J'ai l'impression que ces gens veulent me broyer. Est-ce que tu ne peux pas prendre la direction, la présidence de mon parti, les Républicains? J'étais même pas au courant qu'il avait un parti. C'est-à-dire que c'est ce jour-là que j'ai découvert. Je lui dis, il m'a dit oui, il m'a dit parce que là, ils vont me mettre dans la case de comment vous dites ça, des influenceurs et tout, alors que je suis président d'un parti et que à ce titre, j'ai le droit de dénoncer les choses. Bon, je lui ai dit que j'allais voir. Quand on est sorti, le jeune frère que je ne trahis pas du tout, il m'a dit, le problème, c'est que Gilbert, il est quelqu'un d'assez instable. Donc moi, je ne te conseille pas d'accepter cette proposition parce que il est quelqu'un de très instable et aujourd'hui, tu vas dire oui, demain, quand il sortira, il pourra devenir quelqu'un d'autre. Et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait donc? Il est en détresse là-bas, mis au cachot. Et tout, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le laisser comme ça? Donc, il m'a proposé de prendre la direction de son parti, là-bas. Et j'ai accepté de le faire. Donc, je suis arrivé dans un parti dont je ne connaissais que le nom, Parti républicain. Tout ce que vous avez pu voir, c'est un travail qui est sorti pendant la période où j'ai été là. Parce que j'ai pu créer une dynamique autour de ça. Une fois de plus, j'avais consulté les anciens qui m'ont dit oui, il faut l'aider. J'ai créé une dynamique autour du parti qui a englobé beaucoup de Camerounais de la diaspora qui ont spontanément commencé à se cotiser. J'étais là comme ça, je recevais des 1000 livres sterling, de temps, des gens qui étaient séduits par le discours et la manière de faire la politique que j'avais ramenée. Donc tout s'est passé très bien. Entre-temps, je suis devenu son tuteur en prison. Donc tout ce qu'il fallait, le matelas sur lequel il dormait, tout c'est moi qui ai acheté. Tout. Sa famille qu'il a laissée à l'extérieur, et dont il ne pouvait pas s'occuper, j'allais là-bas quasiment tous les 2-3 jours. Et quand il y avait des problèmes, je sortais de l'argent et tout, je me suis occupé de lui. J'aime vraiment pas parler de cette manière parce que pour moi, le bien ne fait pas de bruit, parce que le bruit ne fait pas de bien. Mais on est dans un pays d'imposture au point où n'importe qui peut se lever un matin et commencer à raconter des choses sur vous. Donc j'ai porté Gilbert Bahongla et le parti à bout de bras pendant toute cette période, pendant 5 mois. Et au point où le parti a commencé à prendre des proportions, où on avait des gens, même du parti au pouvoir,
qui appelaient pour dire non, nous on est à l'étroit là-bas, on n'aime pas cette dynamique, nous on est les progressistes, on se voit bien avec vous, mais on a un problème, c'est votre président là, quand il va sortir, on sait qu'il va venir casser tout ce que vous êtes en train de construire, on ne veut pas de problème en ce moment. Je suis allé le voir, je lui ai dit bon, on va vers une élection, c'était l'élection locale, voilà, on a des gens qui veulent venir en masse, nous rejoindre, qu'est-ce qu'on fait et tout, bon, toi tu n'as pas la capacité de financer puisque je te porte quasiment à bout de bras dans ta prison, le câble en prison, s'il faut payer c'est moi, s'il est malade c'est moi qui paye, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Il faut peut-être qu'on fasse venir ces gens, mais ils posent un problème sur ta personne, ils disent que tu es quelqu'un qu'ils ne maîtrise pas, et puis il m'a dit ok je vais réfléchir et tout. Un jour il m'a donné son ok, il m'a dit ok tu les fais rentrer, bon ce qu'on va faire c'est que bon, moi je vais partir, je vais quitter la présidence du parti, toi tu vas prendre la présidence du parti pour rassurer ces gens et puis vous allez me mettre comme président d'honneur et donc candidat naturel, on va voir les tests pour qu'il soit le candidat naturel du parti en cas d'élection présidentielle. Écoutez bien ce que je vous raconte. Donc entre-temps, je suis parti en tournée en France pour rencontrer la diaspora là-bas, ils étaient venus de partout, d'Allemagne, d'Irlande. Et puis pendant que je suis là-bas, donc il était question qu'il fasse sa démission lui-même. Et puis il a laissé que j'agrège tous ces gens-là pour à la dernière minute dire que non, finalement il a changé d'avis. Donc confirmant ce que ces gens m'avaient déjà dit. Non, il change d'avis. Je dis mais non, tu ne me laisses pas donner ma parole à des gens. Et je n'ai pas donné ma parole sans te consulter. Pour maintenant, quand ces gens sont déjà dans la dynamique, venir dire le contraire. Je lui ai dit donc, tu démissionnes, comme on s'était dit. Et tout. Et si tu ne démissionnes pas, je serai obligé de te démissionner. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est entré dans un léger bras de fer, mais on communiquait tous les jours. Et puis, le temps arrivant de sa démission, le temps passant et qu'il ne démissionnait pas, j'ai écrit donc le projet de lettre qui annonçait qu'il n'était plus président, parce que déjà les tests du parti disaient qu'au bout d'un mois d'indisponibilité, il ne pouvait plus continuer à être président du parti. Donc j'ai juste appliqué les tests du parti. Et je lui ai envoyé le projet de ce communiqué de presse-là, avant pour qu'il le regarde en lui disant bon, comme tu as du mal à te décider, moi j'écris ce projet-là, ce communiqué, je vais le publier et tout. Et il a fait le dos rond. Donc j'ai publié le communiqué de presse dans lequel je disais qu'il n'était plus président et selon ce que les tests du parti disent. Et puis c'est devenu des problèmes. Il a fait des contre-communiqués, essayant de me faire passer pour un problème. Donc dès qu'il a fait ça, j'ai dit ok, toi tu me permets de quitter avec une bonne image auprès de ces gens qui croyaient en moi, puisque tout ce qu'on a fait, c'était le commun accord. Maintenant, on le fait, tu changes d'avis derrière. Si je viens juste dire à ces gens, non, je vous ai menti, que venez, ben là, il ne veut pas démissionner, il reste toujours là, ben c'est moi qui prends au niveau de mon image. Donc maintenant, comme c'est toi-même qui conteste le communiqué que je publie, et donc en ce moment, je démissionne du parti. Donc je suis parti, c'est comme ça que j'ai quitté le Parti républicain, sur une démission. Et ce monsieur-là, quand je l'ai entendu un jour dire à la télé qu'il ne me connaissait pas, alors que j'ai tellement d'éléments, je vous dis, c'est en prison un jour, je vais vous raconter cette affaire. Et d'ailleurs, où j'ai commencé à prendre mes distances, à comprendre que c'était quelqu'un de difficile. On a rendez-vous un jour pour une audience, et il m'appelle avec insistance, sauf qu'au moment où je suis en train de rouler pour aller vers le tribunal, j'ai une rupture de la courroie de transmission de ma voiture, dont je suis immobilisé. Et il m'appelle avec insistance jusqu'à quasiment 15h, 16h. Et c'est le soir, quand j'irai voir son épouse. Donc finalement, je n'ai pas pu me déplacer puisque je n'avais pas de voiture. J'étais bloqué, il fallait que les mécaniciens viennent arranger et tout. Et c'est là que son épouse me révèle qu'il avait prévu de s'évader de prison ce jour. Donc, donc moi, j'étais son tuteur en prison. Il allait dire au régisseur de la prison, il a dit au régisseur de la prison que je viendrai le chercher avec un agent ou deux gardes prisonniers pour l'amener à la banque. Il avait besoin de prendre un peu d'argent à la banque. Mais ce qui était prévu, c'était qu'il entrait par la porte avant de la banque et il sortait par la porte arrière. Et donc, ça restait sur qui? C'est moi qu'on allait attraper puisque c'était moi le garant du personnage. Donc, moi, c'est des choses que j'ai vécues et dont j'ai jamais parlé parce que je suis dans une culture républicaine qui fait que à un certain niveau de responsabilité, on n'est pas obligé de communiquer sur toutes les choses qu'on vit. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais comme on est dans un pays d'imposture, c'est-à-dire que vous avez un type qui est invité sur un plateau de télévision
et qui déclare, oui, telle personne, je ne connais pas, c'est un imposteur et tout, on est bien obligé de la preuve. Vous me posez la question près de 5 ans après. C'était en 2019, cette histoire. 5 ans après, c'est resté dans votre tête que ce monsieur y a été avec Bangola. Mais je ne me suis jamais exprimé, je n'ai jamais dit aux gens que ce que j'ai vécu de l'intérieur, j'ai laissé que ceux qui connaissent la vérité sachent la vérité. Mais j'aimerais savoir. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, j'ai juste une question, si vous disiez. Cette instabilité psychologique des personnels avec qui vous collaborez, que ce soit Gilbert Bangola, que ce soit Si, vous êtes toujours surpris des gens aussi instables psychologiquement, aussi menteurs dans un tel environnement, au bout de 5 ans, où c'est maintenant peut-être le constat global? Non, alors, pour Simb, je vais vous faire une confidence. Simb, c'est le personnage le plus charmeur que j'ai jamais rencontré. Le premier jour, je l'ai vu, dès le premier jour, il m'a donné du grand frère. Vraiment, il faut prendre ton petit, soutiens-le, prends-moi par la main, je ne connais personne. Mais quelqu'un qui vous parle comme ça, de vous à moi, est-ce que c'est de lui? Je n'ai pas vu un personnage instable psychologiquement au début de notre relation. Et je vous dis, il y a une autre femme qui a fait les frais de ce personnage au Ghana. Vous tapez Lady Alice, abusée par Émile Parfait-Simb, vous allez voir, elle raconte exactement la même histoire que moi. C'est-à-dire que j'ai vu un personnage charmant, je n'ai pas vu, jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai jamais eu de discussion avec Simb. C'est-à-dire qu'il parle, je parle. On n'a jamais eu de discussion. Donc, si vous voulez, si je n'avais pas vu ses écrits, si je n'avais pas vu tout ce qu'il a envoyé à gauche, à droite, si je ne savais pas les ordres qu'il donnait et comme on me répercutait par la suite par le Canada, je pourrais mettre ma main toujours au feu sur lui. Donc, moi, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu es un grand frère, vraiment, j'ai besoin que tu m'aides. Mais quelqu'un qui vous dit, vous êtes un grand frère, aidez-moi. Vous n'avez pas lui tendre la main? Maintenant, s'il a un problème, que ça ne va pas dans sa tête, qu'est-ce qu'on peut y faire? On découvre, on fait les frais. C'est pareil pour Bangola, je vous ai dit dans quel cadre il m'a proposé la prise de son parti. C'est des gens en difficulté à tous les coups. Donc maintenant, je réfléchirai par 2 fois, toutes les fois que je serai... En tout cas, c'est des problèmes que je ne rencontre qu'au Cameroun. Hein. Moi, je travaille dans beaucoup de pays dans le monde, plus d'une vingtaine de pays dans le monde. Les seules fois où, vous pouvez regarder, où j'ai eu des difficultés, c'était au Cameroun. Aucun autre pays ne m'a connu avec un problème quelconque. Donc, c'est chez nous qu'il y a un problème. Allô? Vous êtes là? L'autorité publique aujourd'hui que tous les Camerounais sont schizophrènes. Bon, je l'ai découvert. L'autorité, il est connu aujourd'hui que tous les Camerounais sont schizophrènes. Je suis là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parce que le président lui-même, tout ce qu'il a promis, le président lui-même, tout ce qu'il a promis en 40 ans, il a fait le contraire. Et le réseau est mauvais. Oui, on vous entend. On vous entend. Allô? Allô? Allez, je pense qu'on a un problème de réseau, donc on va devoir arrêter là parce qu'on a dû tirer un peu en longueur. Merci à tous, hein, à ceux qui ont eu le temps. Voilà, malheureusement, on ne pourra pas vous prendre, hein, puisqu'on est en fin d'émission. Donc voilà, merci à tous pour avoir pris votre temps pour nous écouter et comprendre les explications. Une fois de plus, comme je l'ai dit, le but du jeu, c'est de répondre à la campagne dont j'ai été l'objet et puis de faire comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière pour que les gens puissent démêler les fils, savoir le vrai du faux dans cette histoire. Merci encore à vous. On trouvera un autre temps pour continuer cette communication parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut dire aux Camerounais et ne pas se contenter de dire, parce que l'on ne va pas dénoncer et puis rester sans rien faire. C'est trop facile ça. Ces gens, ils sont habitués, hein. Ils sont hyper arrogants. Je peux vous dire que le nombre que vous êtes là n'a rien à voir avec ceux qui sont en train de regarder en profil caché. La preuve, ils menacent des gens parce qu'ils ont des armes. Oui, bon, je vais lui mettre 2 balles dans la tête, comme s'ils pouvaient tenir le même discours si tout le monde avait une arme. Donc voilà. Merci encore. Et puis... on se reparle très très prochainement. Bonne journée.